Merci d'être avec nous. Ce sont les informations de la soirée, notamment sur Wall Street Journal. Donald Trump serait prêt à frapper, mais ses généraux l'avertissent du grand danger qu'il court, en tout cas des risques, de la prise de risque. C'est ce que nous allons développer. Écoutez d'abord Donald Trump ce soir et vous allez pouvoir réagir sur ce plateau. Il dit que sa vie est en danger. Vous savez qu'il a déjà dit que les Iraniens tenteraient de le tuer. Écoutez sa déclaration ce soir. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Beaucoup de gens veulent me tirer dessus. Réaction là-dessus, évidemment après l'irruption dans Mar-a-Lago d'un homme armé hier, ça fait, alors même s'il n'était visiblement pas envoyé par la République islamique d'Iran. Petit commentaire là-dessus, Sylvie Berman. Vous savez, dans la même intervention, il a dit on ne cherche à tuer que les présidents importants, donc ça montre que je suis important. Et il le dit avec un petit sourire quand même. Alors après, ça pose d'autres problèmes sur la sécurité de Mar-a-Lago ou autre. Mais je pense, puis surtout dans une situation intérieure qui est difficile et puis internationale qui est incertaine pour lui, finalement, ça tombe pas si mal. Est-ce que ça dit pourtant quelque chose du moment ? Il y a une prise de risque. On imagine Trump, même si c'est quelqu'un d'audacieux, ça on peut pas lui enlever ça. Il a beaucoup de qualités et de défauts, mais audacieux. Attaquer l'Iran, c'est un morceau énorme. Vous êtes avec nous, Karim Emile Bitar, vous êtes professeur de relations internationales à Beyrouth. Vous connaissez très bien la région. Il y a peut-être un vertige. Absolument. Vous faisiez référence aux généraux qui sont apeurés et c'est une inversion de ce que disait Raymond Aron, le soldat et le diplomate. En général, c'était les diplomates qui négociaient et les soldats qui voulaient aller en guerre. Aujourd'hui, les soldats ont pris conscience des limites du hard power. Ils ont vécu le fiasco irakien, le fiasco afghan et ce sont plutôt des hommes politiques qui, sur le fruit d'impulsion, sont tentés d'y aller. Et comme vous disiez, ces tentatives d'assassinat contre Trump, dont l'une qui était sérieuse, ont peut-être accentué sa dimension quelque peu paranoïaque, narcissique, selon certains psychiatres américains qui ont été jusqu'à écrire un livre. Nous devons vous avertir, cet homme peut déclencher des guerres parce qu'il souffre de troubles narcissiques de la personnalité. Donc la situation actuelle est particulièrement angoissante pour tous ceux qui vivent au Moyen-Orient. Ah, il n'est pas le seul à être narcissique, ça. Alors là, il y a beaucoup, dans la télévision notamment, je peux vous dire qu'il y a quantité, il y a abondance. Quoi qu'il en soit, si effectivement, il est l'homme de la guerre, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, regardez l'image de la soirée, l'autre image, c'est l'USS Gerald Ford qui est arrivé ce lundi 23 février au port de Souda, sur l'île grecque de Crète. Il est entré en Méditerranée, il a pénétré en Méditerranée, et cette image est la plus importante certainement des jours derniers. C'est le renfort massif avec tous ces avions sur le pont. Oui, vous remarquerez quand même qu'il aborde au port de Souda, qui est un port de l'OTAN, en Crète, pays de l'Union européenne, c'est la Grèce. Et donc, quand les Américains nous disent qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils ont besoin de nous partout. Ils ont besoin de nous à partir des bases anglaises, la base de, je sais plus comment elle s'appelle, Fairdown, là, et puis Critory, là, voilà, celle de Diego Garcia qui appartient aux Britanniques. Il a besoin de la baie de Naples, il a besoin de Souda, et donc il a besoin il continue à avoir besoin de nous, malgré ce qu'ils disent de leur superpuissance, et qu'au finalement, ils s'appellent. Et les Européens n'osent pas le chasser. Les Européens n'osent pas le chasser. Non, ils ne chassent pas, parce que là, c'est l'OTAN, donc il est le bienvenu, on n'est pas en guerre avec les Américains. Mais c'est intéressant, entre le discours et la suggestion à nos installations, il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'il faut souligner, là. Avec aussi la suggestion des Européens, qui ne chassent pas, ce sont des troupes étrangères sur leur sol. Ah ben non, on a véritablement des accords, là. C'est une base navale de l'OTAN. Oui, pas une occupation, on a compris, mais enfin, c'est quand même des bases étrangères. Et il n'y a pas besoin non plus de l'autorisation des pays concernés. Je veux dire, à partir du moment où c'est une base OTAN, il peut les utiliser. Cette image toujours, Indiane, vous êtes aussi avec nous, ancienne conseillère auprès de politique américain. Là, vraiment, le dispositif est complet. Oui, le dispositif est complet. Le USS Ford est parti des États-Unis en juin 2025. Il était d'abord parti pour une mission au Moyen-Orient, puis il a été appelé aux Caraïbes à l'époque de la mission qui avait permis d'appréhender le président vénézuélien. Et là, il revient. Donc c'est en fait une nouvelle pièce, qui vient sur l'échiquier, dont l'objectif est en fait de mettre une pression maximale sur l'Iran et de voir éventuellement s'il serait possible dans un premier temps avoir une frappe ciblée, puis une frappe plus importante. Mais l'objectif, c'est vraiment cette pression maximale qui vient déjà de 2018 avec l'objectif de Donald Trump qui a été de dire on va mettre une pression maximale sur l'Iran. D'abord, ça a été les sanctions, maintenant c'est les armes et peut-être que ça va fonctionner. Regardez l'image zoomée. Elle permet de voir tout à l'heure sur ce plateau, Père de Jong, qui a un langage un peu plus vert que vous, disait là, il en a ras la gueule, il en a jusqu'à la gueule. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une concentration d'avions qui est
particulièrement importante. Oui, important. D'abord, c'est le plus gros porte-avions du monde. Ensuite, un porte-avions comme ça, il faut comprendre qu'il fait 333 mètres de long, je crois, et qu'il peut comprendre entre 80 et 90 avions. Alors, pas tous des chasseurs. Il faut aussi les avions de soutien, les avions radars, ceux qui vont faire le command and control. Pardon, ça veut dire que là, il y a 90 avions sur le pont supérieur. Oui, et sans doute. Alors, il y en a sûrement en dessous, parce que je suis pas certain. Alors là, je suis pas un spécialiste, je suis pas persuadé qu'on puisse mettre tous les avions en surface. Mais les mettre en surface, c'est aussi un signe politique. Ils savent qu'on les regarde, qu'on les filme, et donc c'est pour montrer effectivement que là, on rigole plus. C'est la puissance assumée. Vous aviez raison de faire votre nuance sur la Grèce qui accepte, parce que la Grèce effectivement accepte que ce porte-avions qui va visiblement faire la guerre en Iran, ou peut-être en tout cas menacer l'Iran, s'arrête, c'est qu'il y a effectivement une acceptation de la part de la Grèce, parce que la Grèce pourrait très bien refuser, parce que ce n'est pas une opération décidée à l'OTAN, à Bruxelles. Hein. C'est une ni à l'ONU, ni à personne. Ni à l'ONU. Elle est, de fait, elle est illégale. Ah, elle est totalement illégale. Si il y a des bombardements. Pour le moment, les porte-avions ont le droit de se promener. Mais voilà, il est en escale. Et voilà. Oui. Mais s'il y avait effectivement une guerre, elle serait totalement illégale. Mais évidemment, la Grèce ne va pas s'opposer à l'Amérique, parce qu'elle aurait très peur de représailles, c'est-à-dire que la prochaine fois que la Grèce a des problèmes avec la Turquie, les Américains ne s'interposent pas. Mais en revanche, il y a des pays, par exemple, la France de Mitterrand, qui était pourtant très atlantiste, mais la France n'était pas d'accord au bombardement contre Kadhafi, c'était, je crois, en 1983. Et elle n'a pas donné, alors qu'elle est un pays de l'Alliance, elle n'a pas donné son espace aérien pour que les chasseurs bombardiers américains qui partaient d'Angleterre aillent bombarder la résidence de Kadhafi. Ils l'ont fait en contournant le territoire français. Ils ont tué d'ailleurs une petite fille, une fille adoptive de Kadhafi. Ils n'ont pas réussi à tuer Kadhafi. Mais donc, c'est pas automatique, évidemment. Mais là, effectivement, comme vous l'avez dit, la guerre n'a pas commencé, donc un avion de l'OTAN peut évidemment faire escale traditionnelle entre pays alliés. Donc là, il y a absolument rien de répréhensible. Moi, ce que je souligne seulement, c'est que dans leur mépris de leurs alliés, la preuve est faite qu'ils ont besoin de nous, point. Allez, petit sondage rapide. Est-ce que ces pays-là devraient, comme la France de De Gaulle, chasser les bases américaines, ou elle doit accepter d'avoir des bases étrangères sur son sol? Moi, je pense que, comme Renaud l'a dit, ils ne peuvent pas se le permettre à cause de la Turquie qui est en face, à cause des... Non, mais en général, les Allemands, les Anglais, les Italiens... Non, mais ça dépend. Les Allemands le feront jamais, on le sait. Voilà, donc... Mais votre souhait... Moi, je ne connais pas d'autres pays de la France qui sont suffisamment équipés pour faire la même chose que ce qu'on a fait. Alors, sous De Gaulle, il faut quand même redire que sous De Gaulle, effectivement, nous quittons l'organisation intégrée en 1966. Mais Renaud, je voulais donner la parole aux autres, mais vous avez raison, monopolisez-la, mais si vous voulez... Je finis ma phrase. Est-ce que vous voulez que je vous mette une petite carafe pour votre conférence? Non, mais vous avez dit quelque chose, et permettez-moi de vous corriger, les bâtiments de l'US Navy, sous De Gaulle, ont continué à faire escale à Cannes, bien sûr, parce que l'Alliance, mais escale, ils n'avaient pas une base. Voilà. Non, mais il n'y avait pas de base, effectivement, sous De Gaulle, parce qu'on a une politique d'indépendance qui est différente de celle des autres. Mais que ce soit les Allemands, les Grecs ou autres, au contraire, ils se sentent protégés par les bases américaines et ils n'ont qu'une peur, c'est que les Américains se retirent. Mais nous en sommes arrivés à un point où, à 2 reprises, l'ambassadeur des États-Unis ne se présente pas au Quai d'Orsay lorsqu'il est convoqué. C'est arrivé encore aujourd'hui avec Monsieur Kouchner qui devait se faire un peu remonter les bretelles. Donc, si on n'arrive même pas à le faire venir au Quai d'Orsay, vouloir revenir dans la geste gaulienne, ce que j'apprécierais beaucoup, je pense que ce soit hors de nos moyens. Et comme cela a été dit, il a encore besoin de l'Europe et de l'OTAN, mais l'Amérique a encore plus besoin de ses alliés régionaux, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Or, la politique de ces pays est en train de changer radicalement. Ils ont même menacé de fermer leur espace aérien parce qu'ils craignent qu'une attaque contre l'Iran, qu'ils n'en soient les premières victimes si l'Iran, qui possède toujours une capacité de nuisance considérable, décide de frapper ces pays-là.
Oui, et effectivement, et je pense que il faut aussi garder en tête les intérêts de ces pays-là, les intérêts des pays du Moyen-Orient, qui, surtout pour l'Arabie Saoudite, même si en 2023 il y a eu un réchauffement des relations avec le régime iranien, n'a pas du tout envie de voir l'Iran se renforcer et avoir accès à l'arme nucléaire. Donc ça remet en question les équilibres de pouvoir dans la région. Et vous avez aussi aujourd'hui les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite eux-mêmes qui sont face dans une forme de concurrence. Donc ça pousse entre guillemets les équilibres de la région vers d'autres puissances et peut-être pas celles des États-Unis. Quels sont les plans ? Le New York Times dit Trump envisage un bombardement ciblé contre l'Iran, suivi d'une attaque de plus grande envergure. On verra plus tard que les généraux donnent encore un autre avis. Mais si c'est ce plan-là, quel est le scénario ? Quels sont les plans ? Moi, je répète toujours quels sont les buts. Parce que vous pouvez déduire les plans que quand vous avez les buts. Donc, si c'est le plan que vous avez dit, c'est quelque chose qui va durer. Et donc, c'est plus, à mon avis, qu'une simple opération cosmétique qui va bombarder les sites de missiles ou les sites nucléaires. Puis la première phase, elle n'est pas... Mais j'en doute. Mais moi, j'en doute. Je pense que ça va rester court. Et je pense aussi, pour finir avec ça, que les généraux ont bien raison d'avertir Donald Trump du danger qu'il court, parce que la guerre ne s'arrêtera pas. Moi, je suis frappé de voir à quel point, les généraux français, les diplomates français se succèdent sur ce plateau pour dire ça marchera pas. Il est nul, il prévoit mal. Il va faire quelque chose, mais tout dépend. Ce qu'il recherche, s'il veut faire une passe, il va la faire. Il ne sera pas battu, bien entendu. Mais quand on me dit une guerre longue de plusieurs semaines, etc. Général, on a vu tout à l'heure Myriam Pirzadi, qui connaît très bien l'Iran, disait les manifestants à Téhéran espèrent cette intervention. Ils seront déçus. Moi, je vous le dis, ils seront déçus. Voilà. Alors, la priorité de Donald Trump, c'est pas la population iranienne, même si à un moment, il a dit qu'il allait les soutenir pour, d'ailleurs, ne rien faire. Enfin, en disant que l'aide était en route. Mais il peut y avoir un coup de semonce, effectivement, c'est-à-dire une première frappe, et ensuite d'autres si ils voient que les Iraniens ne sont pas prêts à céder. Mais je ne pense pas qu'il y aura une opération de très longue durée. Et encore une fois, il y a une autre inconnue, c'est l'intervention du Mossad sur place pour éventuellement aider la population qui se soulève. Dans le scénario, la première phase, c'est quand même... La première phase... Effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, Madame l'ambassadeur, ce serait aussi dangereux une phase longue, et en fait c'est peut-être ça le grand risque pour les États-Unis, c'est qu'ils se retrouvent dans un engrenage, c'est-à-dire qu'ils partent avec une idée en tête, une frappe ciblée, puis petit à petit une chose menant à une autre, ils se retrouvent dans un contexte de guerre longue qui serait vraiment extrêmement dangereux pour les États-Unis, extrêmement difficile aussi à vendre à l'électorat en aller de midterms. La première phase, si je peux juste dire une phrase, c'est que la première phase aujourd'hui, elle n'est pas militaire, elle est diplomatique. Oui. Elle a lieu jeudi, ça se passe à Genève, dans la légation omanaise, où effectivement Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, va venir avec des réponses, avec des propositions. Il veut une levée des sanctions. Il est sans doute prêt à accepter une dénucléarisation importante de l'Iran. Est-ce que ça suffira aux Américains ? On n'en sait rien encore. Mais la prochaine phase, Darius, elle n'est pas militaire, elle est diplomatique. La nouvelle de ce soir, c'est les hésitations des généraux. Axios le dit, le Wall Street Journal le dit, le général Dan Kane est le chef d'état-major interarmé. Il est donc, est-ce qu'il est le plus haut gradé ? Le général Dan Kane, qui est le chef d'état-major interarmé, je ne sais pas s'il est le plus gradé. C'est le plus gradé, c'est celui qui est 4 étoiles OTAN, qui est aviateur, me semble-t-il. Oui. Et voilà. Et lui dit à Trump, c'est rapporté et par Axios et par le Wall Street Journal, attention, on risque un conflit prolongé et des pertes américaines. Et ce mot-là, perte américaine, c'est le mot qui à l'oreille de Trump résonne. C'est ce qui coûte très cher, parce qu'il y a la mémoire de l'Afghanistan, il y a la mémoire de l'Irak, de l'invasion irakienne qui a coûté extrêmement cher aux États-Unis, et les militaires sont très lucides, en fait, peut-être pas autant que, ils le sont beaucoup plus, que les civils et les politiques civiles qui n'ont pas cette culture militaire qui dit, effectivement, une prolongation d'une opération militaire dans n'importe quelle région, notamment au Moyen-Orient, ça peut faire revenir des catastrophes humaines pour les États-Unis, des catastrophes aussi financières. Faites-nous la simulation. Qu'est-ce qui se passe là, à la Maison-Blanche ? Ce soir, on imagine la scène. Le général Dan McCain, il est chef d'état-major interarmé.
visiblement, il y a des généraux qui ne sont pas les bienvenus. On dit, par exemple, le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, lui, n'a pas été invité aux réunions convoquées par Trump. Et en réalité, ils sont là autour de la table, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, si j'évoquais la dimension psychologique tout à l'heure, c'est précisément parce qu'en parallèle avec ces négociations diplomatiques, il y a des tentatives d'intimidation. Cette diplomatie de la canonnière, le déploiement de cette gigantesque armada a pour objectif d'intimider, de faire plier. Décrivez-moi la scène. Ne soyez pas trop professoral, monsieur le professeur. Qu'est-ce qui se passe autour de Trump, là, à la Maison-Blanche ? Voilà, ne serait-ce que dans ce cercle restreint autour de Trump, vous avez intérêt à être un yes man, à lui dire oui, monsieur le président, vos instincts sont les bons. Quiconque ose exprimer une opinion contraire se voit écarté de la réunion suivante. C'est un peu cela qui est inquiétant. C'est le dernier qui parle qui a souvent raison. Et plus on sait flatter l'ego de Trump, plus on atteint ses objectifs. Et Netanyahou est probablement celui qui a le mieux percé le tempérament de Trump. Non, c'est vrai, mais en fait, c'est un conseil de défense. Un conseil de défense est censé être strictement confidentiel. Normalement, rien n'en sort, tandis que là, on a tout sur la place publique. Alors, est-ce que c'est une volonté de désorienter, effectivement, ou alors est-ce que c'est quand même une forme de dysfonctionnement ? Et si le CENTCOM n'était pas à cette réunion, c'est-à-dire le général qui commande la région qui va des rives de la Méditerranée à l'Hindoukouche, qu'on appelle la région centrale, le CENTCOM, s'il n'était pas là, c'est peut-être parce qu'il n'était pas à Tampa, en Floride, où il a un quartier général, mais il était peut-être à son autre quartier général, qui est au Qatar, où il était peut-être en train de rendre visite aux différents militaires de la région. Moi, je crois que c'est cette option-là. Ça n'est pas une sanction. Simplement, il commande des forces tellement importantes qu'il a besoin d'être sur le terrain. Voilà. Ensuite, les conseils de défense, ils sont réservés à l'équipe proche, SEMA, etc., du Conseil national de sécurité, etc., du président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? On lui présente les options, et puis ensuite, on lui présente les risques, les avantages, les risques, les inconvénients et les risques, etc. Et donc, après, on lui dit, voilà, monsieur le président, attention, vous pouvez faire ça, mais ça va, voilà le risque que vous prenez, vous pouvez faire ça, etc. Nous vous recommandons telle option, laquelle il n'est absolument pas obligé de suivre. Mais moi, je remarquerai quand même que c'est assez fascinant de voir que les gens qui n'ont pas fait la guerre, c'est toujours ceux qui sont les plus vins en guerre et qui veulent la faire. Et que ceux qui l'ont faite, sont les plus temporisateurs. Et dans l'histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait que des diplomates et des professionnels qui avaient fait les deux. Et donc, ça a donné un monde assez raisonnable. Et ce monde n'est plus raisonnable parce que maintenant, vous n'avez plus que des personnalités politiques qui voient la guerre comme dans un film. Rappelez-vous, pour décider de la guerre d'Irak, on dit qu'il y a eu ces scènes incroyables où notamment Cheney a dit en réunion à la Maison-Blanche, le but maintenant c'est l'Irak. Et même les généraux qui disaient, mais pourquoi l'Irak ? C'est pas l'Irak qui nous a acceptés. On dit, bon, on fait l'Irak, on y va. C'est d'ailleurs Woodward, le journaliste bien connu, qui a rapporté tout ça, parce qu'il a rapporté toutes les veillées d'armes, il a évoqué les guerres de tous les présidents. Et, il y a eu une scène même plus hallucinante qui a été rapportée par Woodward, qui avait vraiment fait une très 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 profonde attaque. En juillet 2003, avant l'attaque donc de l'Irak par George Bush Jr., il y a des conseillers à la Maison-Blanche, c'est la dernière réunion, si vous voulez, avant de décider, en janvier, qui reprennent les arguments français et qui disent la peur de faire des milliers de petits Bin Laden, comme avait dit Chirac, et aussi la peur d'un axe de la Constitution, d'un axe chiite. Et alors là, il y a Bush qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chiites, Je croyais, vous m'emmerdez avec ces chiites. Je croyais que en Irak, tout le monde était musulman. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. C'est rapporté. Voilà. Les décisions des guerres sont très intéressantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de décider la guerre d'Afghanistan, qui pour les soviétiques a été une erreur épouvantable, il y avait, je crois, Brejnev et 1 ou 2 membres du Politburo. Et là, 2 ou 3 vieillards, ensemble, sont partis dans une aventure folle. Et beaucoup étaient opposés, justement, et on l'a su après avec l'ouverture des archives, c'est que ça n'a pas été du tout une décision à l'unanimité, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Les communistes afghans sont quand même assez fous, donc effectivement, ils sont partis dans un engrenage. Ce qui est encore plus grave que l'ignorance qu'évoquait Renaud, c'est le messianisme. Il y a une autre scène au moment de la guerre d'Irak hallucinante. L'Élysée reçoit à 3h du matin un coup de fil de la Maison-Blanche. Bush parle à Chirac et lui parle de Gog et de Magog. L'Élysée, à 4h du matin, va chercher un expert d'exégèse biblique pour qu'on lui explique de quoi il parle.
Et on explique à Jacques Chirac que dans l'eschatologie de George Bush, Gog et Magog, c'est la bataille de la fin des temps, c'est Armageddon. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette semaine, qu'est-ce qui a mis le feu aux esprits au Moyen-Orient ? Ce ne sont pas les généraux qui sont parfaitement sains d'esprit, qui connaissent l'état des lieux. C'est Mike Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui est un évangélique qui a dit qu'Israël avait un droit biblique du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et on l'entendra. Une union sacrée de tous les pays contre Huckabee, des pays qui étaient à couteau tiré jusqu'à hier. Ce que vous décrivez est fascinant parce qu'on mesure le vertige devant ce qui est peut-être une aventure. Les uns espèrent cette opération, les autres considèrent que peut-être c'est une aventure aussi dangereuse que la guerre d'Irak en 2003. On va entendre dans quelques instants John Bolton. Il est l'ancien conseiller de la sécurité de Donald Trump. Il se réconcilie en quelque sorte avec lui sur ce thème de la guerre en disant ce soir sur LCI tout à l'heure, oui, il espère que la personne même du guide suprême Khamenei sera visée, soit enlevée, soit assassinée. À tout de suite. Merci d'être avec nous. L'image et l'information. L'image, c'est le porte-avions Gerald Ford en Méditerranée. Les informations, c'est celles qui sont données par les médias israéliens à l'instant. Selon leurs évaluations, les États-Unis ont maintenant mobilisé plus de 200 avions de chasse, les F-15 et les F-35, en tenant compte des avions basés sur les porte-avions, précisément ceux qu'on voit ici à l'image. Le nombre total devrait atteindre maintenant près de 300 avions de guerre sur le théâtre d'opération. C'est une armada sans précédent depuis 2003. Et on mesure ce soir le vertige. Trump vient de faire une communication sur Truth Social et pourtant tout semble indiquer, c'est ce que dit Wall Street Journal, c'est ce que dit Axios, il y a une division au sein de la Maison-Blanche entre ceux qui disent on y va et ceux qui disent on n'y va pas. Oui, alors le nombre d'avions est absolument pas étonnant parce qu'on estimait déjà que tout ce qui était dans le Golfe Persique et sur le Ford, c'était à peu près 150 avions. Là, vous avez à peu près 50 chasseurs de plus, on va dire, plus les avions qui vont autour, c'est-à-dire toute la sauce de command and control, de radar, Guerelec, etc. Donc 200 chasseurs, c'est absolument pas donc impossible. Au total, c'est plus que toute l'armée française. Alors il y a 220 chasseurs normalement dans l'armée française, c'est à peu près ça. Voilà. Et ensuite les 300, c'est tout ce qui est la logistique derrière, c'est-à-dire il y a les avions, il y a les avions ravitailleurs, vous avez les C5 avions radar, vous avez toutes ces choses-là, vous avez toute la sauce autour, et qu'on arrive à 300 avions pour une opération de cette ampleur sur une si grande surface que tout le Golfe arabo-persique, effectivement, c'est assez logique et c'est très plausible. L'accumulation fait que les États-Unis sont aujourd'hui plus présents, navalement parlant, sur le plan naval au Moyen-Orient que dans les Caraïbes, alors que techniquement, les Caraïbes sont plus importants stratégiquement, notamment à cause de l'hémisphère et de la doctrine Monroe. Et une déclaration révélatrice a été celle de Steve Witkoff. Il disait « Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas encore capitulé, les Iraniens, face à cet étalage de force, comme vous le disiez, qu'on n'a pas vu depuis une vingtaine d'années. Mais pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un jeu où personne ne peut se permettre de perdre la face. Autant si Trump ne fait rien après d'avoir déployé tout ça, il va apparaître comme un président faible et capitulaire, ce qu'il ne pourra pas supporter. Autant les Iraniens, si on leur demande de céder 0% d'enrichissement d'uranium, pas de programme balistique, d'arrêter du jour au lendemain leur soutien à tous les proxys, ce serait perdre la face et mettre en danger leur survie. Leur priorité absolue, c'est la survie de leur régime. Ils sont prêts à faire énormément de concessions, mais s'ils font ces concessions sur les 3 sujets simultanément, c'est leur propre population qui les déteste à 80% qui pourrait les faire tomber. Mesurons l'effort immense que fait l'armée américaine, même à son échelle. Tout à l'heure en rédaction, on a essayé de reproduire ce que représente la superficie du Proche-Orient à la taille de l'Europe. Et on voit ici, si on déplace l'Arabie Saoudite, l'Iran bien sûr, mais aussi l'Irak, la Syrie, etc., toute la partie que les États-Unis doivent protéger avec ces 300 avions, parce qu'ils doivent attaquer, mais aussi défendre leurs alliés. Ça correspond à tout ça. Donc c'est comme si en quelques jours, ils devaient assurer la défense de toute l'Europe dans une situation. Surtout d'Israël, parce qu'il est vraisemblable que l'Iran ne s'en prendra pas avec à l'Arabie Saoudite, par exemple, parce que c'est... Mais il y a des bases, et des bases américaines. Il y en a assez peu, ils sont très réconciliés, ils sont plutôt au Qatar, les bases. Ils se sont réconciliés, les Iraniens et les Saoudiens. Et je pense que non, je pense qu'en revanche, pour essayer de lever l'ensemble de l'Oumma musulmane contre l'agresseur américain et son allié israélien, je pense que là, les représailles iraniennes iront vers Israël, iront pas vers des autres. Enfin, ils veulent zéro risque. Ils veulent zéro risque. C'est comme s'ils devaient protéger à cette échelle-là Paris, Berlin, Bonn, Londres, Madrid en même temps. Ils ne protégeront pas le Golfe arabo-persique complet.
avec 200 avions. Voilà. Donc 300. Oui, 300, mais c'est pas les C5 et les C17 qui participent à la protection. Ceux qui participent à la protection, ce sont les chasseurs. Et il y en a qui seront utilisés pour l'attaque, et il y en a qui seront utilisés pour la défense. Et si ça sature l'espace aérien, ils auront beaucoup de mal à assurer un couvercle étanche sur une région aussi colossale. En tout cas, visiblement, une partie de la population iranienne attend une libération sous une forme ou sous une autre. Regardez ces images, elles sont extrêmement frappantes. Ce sont les images diffusées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elles montrent les Iraniennes qui manifestent à l'université Al-Zahra. Elle est réservée aux femmes à Téhéran. Et tout à l'heure, sur ce plateau, Myriam Pirzadeh donnait cette information capitale. C'est plutôt un milieu conservateur. Donc même ces femmes qui sont d'un milieu plutôt conservateur traditionnel, elles aussi disent « ça suffit, il y a eu trop de morts, trop de sang, il faut que ça change ». Oui, on a évalué à peu près 80% la population iranienne qui ne veut plus de ce régime. Donc il y a les appels directs qui sont ceux des jeunes, des populations urbaines, des femmes en particulier, y compris avec les appels à Pahlavi d'ailleurs, dont on parle peut-être un petit peu moins en ce moment. Mais quand on a eu la révolte du bazar, par exemple, c'était des populations conservatrices aussi. Tout à fait. Oui, et la révolte des bazars, justement, c'est très parlant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent parfois, en fait, que c'est une nouvelle révolte aussi qui va être difficile, mais qui va passer. Mais en réalité, lorsque vous commencez à toucher à des questions économiques aussi, lorsqu'il y a eu la révolte en décembre des marchands dans les bazars, effectivement, c'est un socle conservateur, c'est un socle qui économiquement fait tenir le régime, et que si eux protestent et si eux ne soutiennent plus ce régime, c'est que, effectivement, le régime est très affaibli et qu'il pourrait tomber à un moment donné. Regardez cette séquence, puisque alors on voit des scènes, pas ici, il y a des femmes qui enlèvent leur tchador, parfois il y a des attaques de mosquées, et il y a les drapeaux, le drapeau iranien avec au centre là, le symbole de la République islamique qui est brûlé ou déchiré. Oui. Là, c'est une image extrêmement forte quand même. On voit des femmes en tchador qui ont décidé de porter le tchador, qui le portent toujours. Aujourd'hui, la police vous poursuit plus en Téhéran si vous portez pas le tchador. Et c'est donc l'inverse de ce qu'on a connu dans la révolution khoméniste qui a renversé le Shah, où justement les femmes sortaient tout en tchador pour refuser ce régime pro-occidental qui était le régime du Shah. Et celle-là, qui rejette, ces femmes-là qui rejettent, donc après une période de deuil de 40 jours, qui rejettent ce symbole. Au centre du drapeau, c'est toujours, et la France, alors évidemment, il y a eu les trois couleurs, le drapeau blanc des royalistes, à chaque fois le drapeau, quand un régime change, c'est peut-être la... Encore que le drapeau français, je vous rappelle quand même qu'il y a toujours la couleur blanche royaliste et que le bleu et le rouge, c'était les couleurs de Saint-Denis et de Saint-Martin. Donc le drapeau français, c'est Saint-Martin, Saint-Denis et le drapeau royaliste. Donc si vous voulez, c'est quand même assez intéressant parce que le bleu et le rouge étaient les couleurs de Paris. Voilà, donc l'histoire des drapeaux est celle-là. Mais la monarchie n'a pas pu être remise en France en 1871 parce que l'héritier légitimiste n'a pas accepté le drapeau de la République bleu, blanc, rouge. Mais jusque-là, on brûlait à Téhéran les drapeaux israéliens et américains. Donc c'est intéressant de voir ça. Est-ce que ces gens, d'après vous, espèrent que demain, après-demain ou plus tard, Trump et son armée bombardent les casernes des gardiens de la Révolution, voire le palais du... Il y a eu un vrai glissement depuis la guerre des 12 jours, parce que pendant la guerre des 12 jours, ce n'était pas le cas. Même ceux qui détestaient le régime, il y a eu une sorte de ralliement autour du drapeau, ils ne voulaient pas de frappe extérieure. Mais après cette répression très brutale et l'humiliation qu'ont subi les familles après la répression pour récupérer les cadavres, aujourd'hui j'entends de plus en plus d'Iraniens qui disent « si l'aide ne peut venir que de Trump, ainsi soit-il, et nous sommes prêts à accepter cela. » Ils n'en mesurent peut-être pas toutes les conséquences, car ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est quand même un pays de 90 millions d'habitants. Quand on pense au mal qu'on a eu avec Kadhafi, un pays qui était relativement petit, homogène, sans armée, avec des mercenaires, au mal qu'on a eu en Irak,
ça pourrait être véritablement le début d'une escalade vers le pire. Trump représente un espoir, je pense, pour beaucoup d'Iraniens. Et effectivement, ce qu'il avait dit il y a 2 mois, il faut tenir parce qu'on arrive, ça a donné de l'espoir. Un espoir qui a été jusqu'à maintenant déçu et qui le sera probablement par la suite, parce qu'en réalité, et comme ça a été dit tout à l'heure par Madame l'ambassadeur, l'objectif final, stratégique de Donald Trump, ce n'est pas de sauver le... Est-ce que vous imaginez Trump qui débarque à Téhéran dans 2 mois? Là, il gagne les midterms. Bah oui, il adorait venir faire proposer au public américain la grande revanche sur le Carter le faible. Effectivement, mettre par exemple le petit Pahlavi qui serait une marionnette des États-Unis. Ça, évidemment, c'est son rêve, mais ça supposerait quand même. Oui, il y a quelques obstacles avant. Tout un enclenchement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on conquiert un pays continental d'1,8 million km² avec une marine? Moi, je suis. On remonte quoi? On remonte les fleuves. Le Téhéran, c'est à 1000 km de la mer. Nous l'oublions jamais. C'est un pays gigantesque. Et là, les instruments qui ont été mis en place sont pas des instruments de conquête. Il faut le redire parce que ils vont être déçus. Ou alors, si le régime tombe par capillarité, ça peut toujours arriver. Mais quand on le dit, on est quand même très passif là-dessus. C'est un peu comme on dit, oh, il va y avoir une révolution de palais et puis il va tomber comme ça. Bon, là, quand on en est là, je veux dire, on se confie à la divine présidence et ça ne marche assez rarement, la divine présidence. Tout à l'heure des généraux. Attendez, vous prenez des risques là. Ce que les généraux sont en train de dire, c'est effectivement la réalité géopolitique. C'est que l'Iran a aussi une géographie qui fait que c'est difficile à envahir. Les Irakiens ont essayé en 1980, c'était extrêmement difficile pour l'armée américaine d'avancer parce que l'Iran a une géographie assez particulière qui fait que c'est un pays qui est facile à défendre et difficile à conquérir. Vous avez la mer d'un côté, vous avez sur les 3 côtés des obstacles naturels. Donc si jamais Donald Trump se retrouve dans un engrenage en se disant on envoie des gens sur le terrain parce que c'est ce qu'il faudrait pour vraiment changer le régime. Alors là, ce serait une catastrophe, ce serait un Afghanistan bis. Écoutez, John Bolton, il est l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump. Il était sur l'antenne de LCI tout à l'heure. Il faut rappeler son actif et son passif. Il a soutenu la guerre d'Irak à fond. Il était même pour la guerre du Vietnam. Il avait 18 ans, il était à fond, même quand beaucoup d'Américains sont détournés pour continuer à bombarder le Vietnam. Il était viré par Trump parce qu'il était trop fou et trop va-t-en-guerre, en fait. Voilà, il le déteste. Je crois qu'il a une détestation réciproque. Mais il s'est fait virer, en fait. Trump lui a même enlevé, je crois, sa sécurité à titre de représailles. Donc c'est vraiment 2 ennemis. Mais enfin, il aimerait que Trump bombarde et il aimerait surtout que Trump peut-être renverse Khamenei. Écoutez-le. Un néoconservateur. De votre point de vue, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'arrêter, tenter en tout cas de l'enlever, de l'arrêter ou de le tuer? Je pense que c'est une possibilité, mais je pense que ce qui a été fait au Venezuela, l'enlèvement de Maduro pour l'emmener à New York, c'est vraiment une étude de cas sur la manière de ne pas changer de régime. On a capturé Maduro, mais on a laissé toute sa clique d'autoritaires qui dirige toujours le Venezuela. Et même si on pouvait éliminer l'ayatollah, ça laisserait les gardiens de la révolution au pouvoir. Le gouvernement en Iran, c'est les gardiens de la révolution et les ayatollahs servent de caution religieuse ou de couverture idéologique. Là, on a vraiment l'américain chimiquement pur, va-t-en-guerre, néoconservateur. Vous avez vu tous les certificats qu'il a derrière? Je ne sais pas si vous avez des certificats comme ça dans votre bureau. Ah non, ça c'est typiquement américain. Non, on ne fait pas ça, on est plus discret, oui. Non, mais c'est un néoconservateur, effectivement, il voulait changer tous les régimes. Moi, je l'ai connu quand il était ambassadeur à l'ONU et il disait que si on supprimait le 38e étage, qui est celui du secrétaire général, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Venant de l'ambassadeur auprès de l'organisation, c'est un peu particulier. Et il voulait se faire remarquer par Trump, donc il intervenait sur Fox News, parce qu'il savait qu'il le regardait jusqu'à ce que Trump fasse appel à lui. Mais ensuite, ils se sont fâchés. Est-ce qu'ils en ont les moyens? C'est-à-dire là, on voit à quel point il rêve. Là, pour lui, il doit la nuit rêver de ça sur son oreiller, de se dire on enlève Khamenei, on change les régimes un peu là. Est-ce qu'ils ont les moyens, opération commandant ou autre, d'arriver à Téhéran? Non, justement, la marque de fabrique de notre époque, c'est l'impuissance de la puissance, pour reprendre une expression de Bertrand Badi. On n'a pas avoir 1 trillion de budget militaire annuel. On n'a pas été capable de venir à bout de quelques dizaines de milliers d'insurgés en Afghanistan et en Irak. Là, on parle d'un pays qui est grand comme l'Europe occidentale tout entière, qui fait 93 millions d'habitants, qui n'a jamais été conquis, sauf à
de petits moments par le mont Zagros, un tout petit peu par les Mongols, mais le heartland... Et par Alexandre. Et par Alexandre, mais le heartland iranien n'a jamais été véritablement menacé. Et la constante, c'est quand même un nationalisme. À l'époque du Shah, comme à l'époque, si on réfléchit en termes de changement et de continuité, il y a toujours ce nationalisme. Donc, on pourra être soulagé de la chute des mollahs pendant un certain temps, mais très vite, ce nationalisme risque de surgir. Et il ne faut pas sous-estimer non plus les risques de chaos, de fragmentation qui pèsent pas seulement sur l'Iran, mais sur toute la région. Tous les États centraux sont en train de s'écrouler et on voit des pulsions identitaires, parfois séparatistes. S'il y avait en fait un risque existentiel pour les Américains, et comme par exemple ils ont considéré Ben Laden, le Japon les a attaqués, ou Bin Laden, ou quand ils sont entrés en guerre, quand Hitler leur a déclaré la guerre, c'était existentiel, ils y sont allés. S'il y avait un risque existentiel pour les États-Unis, oui, bien sûr ils auraient la capacité de prendre Téhéran. Il faudrait envoyer. On ne parle pas de ça là. Au moins un commando qui irait soit tuer, soit enlever Khamenei, comme ils ont fait avec Maduro. Ça suffit pas. Il a raison. Mais c'est extrêmement hasardeux. Voilà. Il n'y a rien d'impossible finalement. Mais c'est à mon avis très extrêmement hasardeux. Il est beaucoup plus, à mon avis, plus simple de le tuer que de l'enlever déjà dans un premier temps. Et donc après, tout dépend du renseignement, à la profondeur où il est enterré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'une bombe suffit? On peut pas répondre à ces questions, mais ça sera très compliqué et ça ne changera rien à la nature du régime derrière, parce que c'est une théologie. Il faut pas croire que le régime va tomber, parce que l'ayatollah Khamenei, qui est déjà malade et qui a 87 ans, a préparé déjà sa succession, et il y aura quelqu'un derrière lui. Mais il n'y a pas de changement de régime sans prendre la capitale. Bah oui. Il y a eu un changement de régime en Afghanistan, c'est-à-dire qu'on a aboli l'émirat islamique d'Afghanistan parce que les troupes de l'Alliance du Nord, soutenues par les Américains et guidées par les Américains, ont pris Kaboul. Et ensuite, les autres, ce sont les talibans ont fait une retraite stratégique vers le Pakistan pour revenir ensuite, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous avez changé le régime de Saddam Hussein en Irak, mais il a fallu envahir le pays et prendre la capitale. Sinon, sinon, vous espérez une boule de neige, c'est-à-dire qu'effectivement, par une action commando, qu'ensuite l'armée iranienne passe de l'autre côté, que la foule la soutienne, etc. Mais c'est beaucoup de si qui se succèdent. C'est assez difficile. La vraie question, c'est le résultat sur le temps long. L'Afghanistan, ça a été un échec cuisant. Repartir après 20 ans de mission, c'est un échec cuisant. Et lorsque les talibans avaient été défaits les premières années, lorsqu'on leur parlait, ce qu'ils disaient, c'est on a le temps, on va revenir, même si ils nous mettent de côté pendant quelques années, même s'ils ont une superpuissance, même si c'est la plus grande puissance au monde, il y a un moment où on va revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous ne pouvez pas tuer de manière radicale une population que vous comprenez pas, et surtout dans le cas de l'Afghanistan, une population terroriste des talibans qui était prête à aller jusqu'au bout. Il y a un régime qui n'a pas été défendu. C'est une gorgone qui reviendra, et les têtes repousseront lorsque les États-Unis repartiront. Et je pense que ça, Trump l'a pas encore. On voit à quel point en Europe, évidemment, l'idée de changement de régime est vraiment loin de nous. On n'aime pas ça. Les Américains, non. Il faut quand même, eux, considérer qu'ils ont réussi à peu près, avec Milosevic, avec Saddam. Il a fini pendu quand même. Saddam a fini pendu. Ils ont réussi avec Kadhafi, et eux ont quand même ça en tête. Ils ont tué Ben Laden. Rappelez-vous le mot incroyable de Biden qui dit Ben Laden est mort et General Motors fonctionne toujours. Ce qui veut dire, c'est leur vision du monde. Milosevic, c'est pas eux qui l'ont eu. J'ai assisté à la révolution, ça a fini la comme ça. pseudo-révolution. C'est un coup d'État de la sécurité qui considérait que Milosevic était un loser, qu'il avait laissé tomber les réfugiés du Kosovo. On va pas faire toute l'histoire de Milosevic, mais l'histoire, la vision des Américains, quand ils ont un ennemi, ils peuvent le tuer. Ils ont eu ces hommes, mais la question c'est, qu'est-ce que ça a fait pour la politique étrangère des États-Unis ? Sur 10 ans, sur 20 ans, une catastrophe. Une vraie catastrophe. Et je pense que ce que vous dites, c'est effectivement vrai. En fait, c'est le bellicisme libéral américain. Ça s'est vu avec la guerre en Yougoslavie. On peut, grâce à notre volonté, grâce à notre puissance, changer le monde entier, faire en sorte que le monde soit meilleur. Et le monde meilleur, c'est une démocratie libérale avec le respect des droits de l'homme, etc. Pardon, en Irak, sauf erreur, maintenant, ils ont des implantations, les Américains. Ils n'en avaient pas sous Saddam. De leur point de vue, c'est un progrès. Mais l'Irak, que ce soit avec le terrorisme, l'État islamique, ça a été une catastrophe. Ils ne sont pas moins influents dans la région qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Un an après le déclenchement de la guerre en Irak, le Time Magazine titrait « Les Français avaient raison ».
Donc c'est maintenant considéré comme une erreur. Trump le dit, d'autres dirigeants le disent, sauf peut-être effectivement quelqu'un comme Bolton. Puis Kadhafi, malheureusement, c'est nous, c'est pas les Américains. Le risque de boomerang pour Trump, y compris sur sa propre vie. Écoutez ou regardez plutôt, c'est le Jerusalem Post qui l'affirme. Un député iranien aurait averti que l'Iran pourrait étendre toute riposte en temps de guerre au-delà du Proche-Orient et a déclaré que le palais personnel du président Trump pourrait être visé. Alors, palais personnel, est-ce qu'il entend Mar-a-Lago ou est-ce qu'il entend la Maison-Blanche? En tout cas, il y a une tradition terroriste des Iraniens, de ce régime, où pour eux, tuer quelqu'un, alors tuer Trump, pour eux, j'imagine, ce serait évidemment, s'ils s'en donnent les moyens, quelque chose. Oui, mais alors tuer Trump, l'homme le plus puissant à la tête du pays le plus puissant du monde, je pense, je ne veux pas dire que nécessairement Téhéran sera vitrifié, mais en tout cas, je pense que l'attaque sera majeure. Dans les 6 mois, s'ils tuent Trump, c'est pas dans leur intérêt, ils le feront jamais, ils sont pas suicidaires. Dans les 6 mois, vous avez les 2/3 de l'armée américaine qui stationne en Arabie Saoudite et il y a invasion de. Mais si jamais le régime iranien cible un président américain, ce serait exactement ce que Carthage a subi à partir du moment où Rome a décidé qu'il était temps d'en finir pour de bon et raser Carthage. C'est exactement ce qui va se passer, parce que déjà vous ne visez pas un président étranger parce que c'est beaucoup trop dangereux, même si vous êtes un régime qui est contre ce président, et en plus vous ne visez pas le président américain qui est quand même la première puissance au monde. Donc demain ce sera un rasage total de la carte évidemment du régime des mollahs. S'il y a une constante dans l'histoire de cette région depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte, c'est cet effet boomerang que vous avez mentionné. Au début, ça va très vite, on a des succès faciles, et ensuite la défaite d'Aboukir 3 années après. L'Irak, mission accomplished, Bush, et on voit le désastre. L'exemple le plus frappant, il a été mentionné, c'est l'Afghanistan. C'est la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis, qui depuis 1776 ont été quasiment ou presque systématiquement en guerre. Et après ces 23 ans, qu'est-ce qu'on fait? On demande au Qatar de négocier avec les talibans et on se retrouve avec les talibans au pouvoir et la situation des femmes encore plus déplorable, alors qu'on avait supposément mené cette guerre pour libérer les femmes afghanes. Donc vous comprenez que dans le Sud global, il y a un effroi devant cette monumentale hypocrisie, un champ de ruines. On appelle ça Democracy Promotion et Freedom Agenda, on enrobe ça. L'avantage avec Trump, c'est qu'il n'y a pas du moins cette hypocrisie. On est dans une politique de puissance, on ne prétend pas vouloir libérer les femmes iraniennes. On veut montrer qui est le plus fort, éventuellement tuer Khamenei. Et le scénario idéal pour lui, ce serait un changement de régime de l'intérieur, qu'un homme fort émerge des passetarans. Mais restons sur Trump, sur la menace de Trump. Écoutez, Karim Milbitar, Trump, parce que lui, vous parliez tout à l'heure de son narcissisme. Alors évidemment, il arrive à tourner ça en positif, si j'ose dire, pour lui, puisqu'il dit il n'y a que les très grands présidents qu'on a envie d'assassiner. Si on a envie de m'assassiner, c'est quand même quelque chose. Regardez. Vous savez, on lit des articles sur tous ces tireurs fous. Mais ils ne s'en prennent qu'aux présidents importants. Ils ne s'en prennent pas aux présidents sans importance. Abraham Lincoln, personnage important. Kennedy, d'une certaine manière, était très influent. Il représentait quelque chose. Il a été là pendant 1000 jours, comme vous le savez. On m'a dit qu'il ne s'en prenait qu'aux présidents importants. Alors, peut-être que je devrais être un peu moins important. Peut-on y aller un peu plus doucement? Peut-on avoir un président normal pendant un petit moment? Parce que nous avons eu le meilleur premier mandat de tous les présidents de l'histoire. Beaucoup de gens l'ont dit. Même les gens de gauche radicale l'ont dit. Il essaye en fait d'imiter Reagan. Il a évidemment, dans sa jeunesse, Reagan est un homme très important du parti républicain, un grand président, mais il est moins fin et moins drôle que Reagan. Reagan savait se moquer un peu de lui-même, etc. Lui, il est tout à fait désinhibé. C'est son ego, c'est clairement son ego qui parle. C'est clairement son ego qui parle, parce que il y a Garfield, par exemple, qui était président, qui a été tué. Il y a d'autres présidents qui n'étaient pas si importants que cela, qui ont été tués ou alors qui ont été victimes. Deuxième dynamique, c'est que les États-Unis sont extrêmement divisés aujourd'hui. C'est pas que les présidents et que Donald Trump qui se fait viser aujourd'hui. Il y a des démocrates, des représentants démocrates. Il y a des sénateurs républicains et démocrates qui sont victimes d'attentats. La séquence est extraordinaire parce qu'il cite Lincoln,
Lincoln, il le met très haut quand même. Il a pas bien fait. Là, et il dit, voilà, Lincoln. Kennedy, on sent qu'il est un peu moins. Il dit Kennedy qui est à peu près un grand président. Il était républicain, il faut le rappeler. Donc c'est son parti. Mais pour aider sa modestie, quand même, il y a une vingtaine d'attentats sur les. Je sais pas combien il y a de présidents aux États-Unis depuis le début. Mais là, il est 47. Voilà. Bon, alors 47, il y a eu quand même 20 attentats contre des présidents depuis le début en 47 présidents. Donc, dont 4 fatales, puisqu'il y a eu Kennedy, il y a eu Lincoln, et puis 2 autres qui sont moins connus. Mais ça fait quand même 4 morts et 16 attentats. Donc, c'est pas tout à fait une exception, c'est presque 1 sur 2. Ou bien 4 sur 10. Voilà, donc on en est là. Il y a quelque chose d'intéressant de rappeler. On pense que la vague de terrorisme islamiste à laquelle nous assistons depuis 20 ans est inédite dans l'histoire. Mais si on se projette à la fin du 19e siècle, vous avez eu une série d'assassinats par les anarchistes d'extrême gauche de chefs d'État. On a eu carrément le président français Sadi Carnot, le tsar de toutes les Russies Alexandre II, Premier ministre espagnol, des tentatives d'assassinat, l'assassinat de Sicile, impératrice d'Autriche, tentative contre le roi d'Italie, un attentat à l'Opéra de Barcelone qui n'était pas sans rappeler celui du Bataclan. Donc il y a eu une vague de terrorisme anarchiste qui était presque encore plus virulente que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, et ce n'est qu'avec la Première Guerre mondiale que cela va prendre fin. Mais il est assez fier de ça en réalité, et on peut pas se dire c'est parce que finalement il était protégé là à la Maison Blanche et qu'il n'était pas à Mar-a-Lago, parce que non seulement il a été courageux quand il y a eu une tentative d'assassinat contre lui, mais son monde a été admiratif face à son courage. Puis là il veut s'inscrire comme le plus grand président de l'histoire des États-Unis, le Mont Rushmore et l'aile droite, l'aile est de la Maison Blanche. Il y a un passage merveilleux dans les mémoires de Saint-Simon, quand Racine meurt, Louis XIV fait l'éloge de Racine, si bien que Saint-Simon dit ça a donné aux courtisans l'envie de mourir. Parce que... avoir un changement de régime et que ce régime soit meilleur, soit pro-occidental, soit accepté par la population. S'il arrive à réussir ce coup-ci, ça sera un gros coup. Et il sculptera effectivement sa silhouette pour l'avenir, et il pourrait en plus politiquement gagner les mi-termes. Est-ce que ça dit au moment, disons, ça veut dire peut-être on va y revenir, mais est-ce que ça dit accepter une offre iranienne de dénucléarisation? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a là une forme de vertige? Il est dans le moment où il doit prendre des décisions, peut-être une des plus importantes de son mandat, parce qu'une guerre de cette taille-là, c'est plus qu'un droit de douane sur lequel on revient la semaine d'après. Là, c'est vraiment une espèce de vertige. Et on va voir dans quelques minutes que, autour de lui, visiblement, les généraux, les décideurs sont en train de se diviser. Le moment est révélateur. Vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, Nicolas Conquer. Vous êtes évidemment représentant trumpiste. Vous signez votre livre Vers un Trump français chez Fayard. Merci d'être là. Est-ce que vous ressentez, vous, ce vertige? Alors il y a un vertige qui peut être présent dans l'état-major, et de manière légitime, de par l'ampleur, on le voit, le déploiement militaire est identique à ce qu'on a pu voir en 91 ou en 2003, donc c'est quelque chose de significatif, mais derrière c'est dans la population aussi, où ça peut être contre-intuitif, mais les Républicains et même la frange MAGA, elle, est arrivée à un stade où elle arrive à soutenir dans des proportions assez significatives. 8 Américains sur 10, 8 Républicains sur 10 sont dans une phase où, par rapport à la menace que représente l'Iran, de par tous les proxys, il y a une adhésion. Alors après, la vraie question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on va dans le moment de création de régime. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de soutenir par rapport aux enjeux et de se dire qu'il y a un vrai opportunisme géopolitique à saisir. Regardez l'image qui en témoigne, évidemment, c'est le Ford qui arrive en Méditerranée d'avion. Et ça correspond à une sorte d'ébullition où, de tous les côtés, les indiscrétions arrivent sur ce qui se passe à la Maison-Blanche, autour de Trump, où les généraux n'ont pas l'air tout à fait d'accord sur y aller ou pas. Trump, ce soir, dit de nombreuses histoires des médias fake news ont circulé selon lesquelles le général Kane, on parle du chef d'état-major interarmé, parfois appelé Razine, est contre notre guerre avec l'Iran. L'histoire n'attribue cette immense richesse de connaissances à personne et elle est 100% incorrecte. Historique. Oui, bien sûr, à cause des risques qui ont été évoqués, et après avoir dit qu'il n'engagerait jamais de guerre, si réellement il doit y avoir une intervention de longue durée, c'est problématique. Et puis, il doit être furieux, parce que, encore une fois, comme je le disais, quand vous avez un conseil de défense, ne doivent en connaître que certaines personnes, et ça ne doit pas être livré à toute la presse, et surtout faisant état d'un désaccord entre le chef d'état-major et le chef des armées. S'il fait la guerre et que ça ne change rien en Iran, si l'Iran continue
à développer ses armes nucléaires, à réprimer sa population, etc. Là, il aura pris un très très gros risque, et là, l'attaque, ça sera très facile des démocrates contre lui pour les élections primaires. Et si il perd ses élections primaires à cause de cet événement, il deviendra ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck president, un canard boiteux, si vous voulez. Il y a un côté vraiment, comment dire, va-tout. Hein. Il joue son va-tout. Là, peut-être dans les heures qui viennent. Je continue la lecture de sa déclaration qui est très révélatrice. Hein. Il parle toujours du général avec la colère de ce que la presse rende compte qu'une partie de ses généraux serait contre cette opération. Kane n'a pas dit de ne rien faire en Iran, ni même de fausses frappes limitées que j'ai lues. Il ne sait qu'une chose, comment gagner. Et si on lui dit de le faire, il sera en tête du peloton. Et continue Trump. Tout ce qui a été écrit sur une guerre potentielle avec l'Iran a été écrit de manière incorrecte et à dessein. Je suis celui qui prend la décision. C'est moi qui décide. En fait, c'est très révélateur de la façon dont il exerce le pouvoir. Moi, j'ai changé une fois avec quelqu'un qui faisait partie de son cabinet. Qui me disait, lorsque vous avez une idée qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que Donald Trump veut faire et que vous la lui soumettez, il vous dit mais est-ce que vous avez été élu ? Vous avez été élu ? Moi, j'ai été élu, donc je suis en fait celui qui doit décider. Donc en fait, c'est une forme de légitimité à travers ses électeurs, à travers des personnes, les milliers et millions de personnes qui l'ont soutenu depuis le début, notamment sa base. Donc pour lui, c'est lui qui décide. Ça peut être dangereux, notamment sur le plan géopolitique, parce que c'est pas lui qui décide, c'est la géopolitique qui décide, c'est la réalité militaire qui décide. Vous nous avez rejoint, Aurélien Duchesne. Vous avez signé un livre important, je rappelle, La Russie de Poutine contre l'Occident, la menace russe au-delà de la guerre en Ukraine. On se rappelle ce qui s'est passé il y a 4 ans, quand Poutine... Alors, tout est différent, et en même temps, une décision de guerre, c'est ça. Il avait son conseiller de sécurité autour de lui, il a pris la décision vertigineuse d'entrer en guerre. On est dans un moment comme ça à la Maison-Blanche où Trump doit prendre cette décision ultime. Oui, d'autant que 3 jours avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, on se souvient de cette scène au Kremlin où Sergei Naryshkin, le patron du SVR, le renseignement extérieur russe, avait montré, avec la pression aidant, ses réticences envers une invasion de l'Ukraine, et Poutine l'avait accolé au pied du mur. Oui ou non, soutenez-vous une intervention en Ukraine? Et on se souvient aussi que dans les mois qui ont suivi, on a beaucoup dit que Poutine n'était entouré que de yes men qui ne lui disaient que ce qu'il voulait entendre et qui avaient concouru au raté de l'invasion russe parce qu'il ne remontait pas les mauvaises nouvelles. Autour de Trump, ce n'est pas du tout la même chose. Si je prends un autre Trump en 2018 contre le régime de Bachar al-Assad, contre l'emploi d'armes chimiques par le régime de Damas, on avait un exemple où là c'était le Pentagone qui avait convaincu Trump, qui à l'époque était sur une ligne non interventionniste, qui avait même dit qu'il valait mieux un Assad au pouvoir en Syrie que le chaos. Là c'était le Pentagone qui avait poussé Trump à l'action. Nicolas Conquer, Trump a-t-il pu changer ? C'est la question maintenant, c'est-à-dire là, il y a une espèce de mystère. Est-ce qu'il va rester le Trump 1 qui disait « je veux que de petites opérations » ou l'énormité de ce qu'on voit là, ces images vertigineuses ? On parle le complexe militaro-industriel américain, cette vraie tentation qui nous ramène depuis le serment de Eisenhower lorsqu'il quitte la Maison-Blanche. Là, en l'occurrence, est-ce qu'on n'est pas plutôt arrivé à un stade où cette guerre elle est acceptable compte tenu des moyens à déployer, aussi des succès qui ont pu marquer ces dernières l'intervention auprès au Venezuela avec la capture de Maduro et des succès retentissants qui permettent, à travers des phrases significatives, un déploiement qui s'est fait de manière progressive. Et je vous rappelle, on en parlait il y a quelques semaines où tout le monde était en édition spéciale, c'est ce soir, c'est demain. Non, il y a eu tout un déploiement progressif, on l'a vu, du SS Ford traverse le détroit de Gibraltar. La dernière fois, pendant la guerre des 12 jours, ça s'est fait durant un cheminement un peu nécessaire. Mais votre avis à vous, pardon de vous bousculer un peu, mais votre avis à vous, vous êtes américain ou américain et français, les deux ? Franco-américain. Vous êtes franco-américain. Vous êtes franco-américain. La République islamique d'Iran, ça fait 47 ans qu'elle scande « Mort à l'Amérique », qui brûle votre drapeau dans les rues de Téhéran. Ils ont pris vos diplomates en otage, ils ont tué un certain nombre d'Américains, de Français aussi d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez envie d'y aller en clair ? Est-ce que vous vous dites c'est le moment de renverser ce régime ? Alors c'est le moment à plus d'un titre parce qu'ils sont fragilisés politiquement, économiquement, et il y a un alignement géopolitique. Donc il y a une occasion de le saisir et de mettre fin à l'agissement de cet Iran qui considère les États-Unis et l'Israël comme le grand Satan, d'animer. Vous avez envie d'engager la guerre contre le régime, de faire tomber ce régime avec lequel ça sera pas forcément plus facile par la suite. Mais en tout cas, on en aura terminé. Donc représentant de l'administration américaine, la seule question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à être
responsable. Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'éthique de la conviction, et vous l'avez, il y a l'éthique de la responsabilité, comme il disait un philosophe très lu aux États-Unis, Weber. La responsabilité. La responsabilité, c'est que si on commence une guerre, on va jusqu'au bout. On n'abandonne pas comme on a abandonné le régime afghan. On va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, on ne rentre pas chez soi, même si c'est difficile, on ne rentre pas chez soi, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on attend, avant de repartir aux États-Unis, on attend que la situation de la population iranienne soit vraiment meilleure qu'avant les frappes militaires. Laissez-le répondre. L'intervention militaire. Non, mais est-ce que vous êtes prêts à prendre cette responsabilité en tant que peuple américain, ou est-ce que vous allez vous laver les mains comme vous vous êtes lavé les mains de l'Afghanistan ? Là, il y a une opportunité et des circonstances qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le but, là, c'est de faire tomber un régime et de s'assurer qu'on ait un gouvernement qui soit plus aligné, sans doute, avec les intérêts de l'Occident que celui des mollahs qui cherchent envers et contre tout à développer un programme militaire nucléaire en vue d'éradiquer Israël. Donc après, l'enjeu n'est pas ici de faire du nation building, c'est-à-dire d'imposer la démocratie à coups de bombe. Ça n'aura pas du tout le même déploiement. On n'a pas un Halliburton. Alors certes, ils sont pas juste en train de faire un exercice militaire en Méditerranée, mais l'enjeu, c'est ne pas... On reviendra au débat. J'aimerais vraiment qu'on s'attarde. S'il vous plaît, Renaud Girard. S'il vous plaît, Renaud Girard. Non, mais s'il vous plaît, gardons. J'aimerais qu'on reste d'abord sur le déploiement militaire, qu'on comprenne ce qui se passe avec ce porte-avions et qu'on reste vraiment à ça. Oui. Quand vous voyez l'image de ce porte-avions, on va même zoomer sur le pont, il y a beaucoup de commentateurs qui disent on a rarement vu un porte-avions qui en a à ce point ras la gueule. Selon le langage des marins, il est vraiment rempli. Dire que les forces américaines sont prêtes. Donc là, il n'y a pas de doute qu'elles le sont. Il y a un porte-avions avec un groupe aéronaval à l'ouest, il y en a un qui est à l'est, et donc ça peut mettre une couverture antiaérienne au-dessus du golfe arabo-persique. Mais pour revenir à la discussion... Non, on reste un instant là-dessus. On reprendra la discussion. Aurélien Duchesne, vous aussi là-dessus, sur cette image, sur le déploiement militaire, c'est-à-dire le nombre d'avions qui sont en partie sur ce porte-avions. Oui, alors parlons chiffres. Si on parle du Lincoln, c'est 70 avions. Si on parle du Ford, c'est 90 avions. Donc on parle de la bagatelle de plus de 150-160 avions au total. Pas que des avions de combat, mais si vous soit sur des bases comme celle de Al Udeid au Qatar, vous avez 250 avions de combat et à peu près autant au total d'avions dits logistiques, des avions de ravitaillement, des AWACS pour faire du guet aérien et cartographier toutes les menaces qui pourraient peser sur la flotte américaine. On l'a déjà dit, c'est le plus grand déploiement aérien de la part des États-Unis depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Mais il faut aussi dire une autre chose, c'est que si Trump a visiblement attendu autant de temps d'avoir un tel déploiement, c'est aussi parce qu'un tel dispositif, ça n'est pas calibré pour faire une opération comme celle de juin dernier, l'opération Marteau de minuit, une frappe nocturne en une seule fois. Là, il s'agirait de pouvoir appuyer des raies massifs et prolongés. Et j'ajoute une chose, on a des déploiements de transporteurs lourds comme des C-17 ou des C-130. J'étais moi-même la semaine dernière dans un C-130 de l'armée allemande pour voir un exercice de l'armée française, Orient 26. C'est des très gros transporteurs. Ça peut transporter évidemment du matériel, des munitions, mais des hommes et potentiellement des commandos. Ça crédibilise l'idée qu'on aurait des opérations commandos des États-Unis si le conflit devait se prolonger bien au-delà de frappes massives pendant quelques jours. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que forcément ça implique une attaque au sol. Je crois que actuellement, Donald Trump a beaucoup plus à perdre si il envoie des commandos au sol qu'à gagner. Je pense que aujourd'hui, son idée, d'abord, c'est d'avoir un deal sans attaquer. Et si il a ce deal sans attaquer, il dira regardez, l'expression de la puissance pure. Voilà, chimiquement pure, c'est véritablement de ne pas avoir à faire la guerre parce que... Quand on compare à des guerres précédentes, 300 chasseurs, 300 chasseurs, c'est comparable à quoi? Alors, la France, c'est 200 chasseurs, donc vous voyez, 200, 220. Mais en guerre, dans une opération de guerre. Assez peu, finalement. Avec 200 chasseurs, vous n'allez pas assurer la couverture étanche de tout le Moyen-Orient. Ouais. Alors après, vous avez encore, c'est vrai, vous avez les chasseurs jordaniens, s'il y avait quelque chose. Il y a les chasseurs aussi qui sont français. Je rappelle aussi qu'il y a les Britanniques qui sont installés à Chypre, et puis les Israéliens ont une chasse très très efficace également, qui participeront vraisemblablement. Mais je
je dis ce que j'ai dit au début de cette émission, c'est que les moyens militaires mis en place là ne sont pas de nature à faire tomber un régime. Et quand on dit l'axiome de base dans la discussion qui a eu lieu tout à l'heure, c'est de dire est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout et aider le peuple iranien? Mais je pense que c'est pas du tout dans l'idée de Donald Trump d'aller jusque là. Donald Trump, il veut un deal, il veut une victoire, et il a montré qu'il était capable de faire des choses courtes et de s'extraire pour éviter l'enlisement. Et moi, je suis prêt à parier que cette opération ne durera pas des semaines, parce que il a exprimé dernièrement. Général, est-ce que je peux vous taquiner un peu? C'est quand même très frappant. C'est vu d'Europe, systématiquement on dit ils sont nuls, ça va pas marcher. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas assez. Je signale quand même que ceux qui ont bombardé le nucléaire iranien, personne n'a dit qu'ils étaient nuls. Mais vous dites ça sert à rien. Quand ils vont bombarder, mais ça servira à quelque chose. Mais à quoi ça va servir? Mais dites-moi les buts de guerre. Mais je vous dirais à quoi ça peut servir à quelque chose. Eh bien, ils vont bombarder, ils vont détruire des lancements de missiles, ils vont atteindre les cibles. Et ça servira d'après vous? Et ça sera pas suffisant pour faire tomber le régime. Dans la guerre aérienne moderne, c'est ça. Darius. Mais ils peuvent pas perdre là. Quand on n'a jamais dit qu'ils étaient nuls, ils ont l'armée la plus puissante du monde. Ils sont pas nuls, ils arriveront à obtenir les objectifs qu'ils ont décidé d'obtenir. C'est-à-dire quoi? Mais ça veut dire que, ça veut dire que tous les objectifs sont faire tomber le régime. C'est-à-dire que s'ils veulent taper des bases, ils taperont des bases. S'ils veulent taper les bases de lancement de missiles, les usines de missiles, les raffineries, ils les taperont. S'ils veulent taper le nucléaire, ils les taperont. Et puis je dis qu'après, s'il n'y a pas de troupes au sol, le régime sera toujours là. Voilà. C'est tout. Dans les guerres aériennes modernes, contemporaines, c'est effectivement considérable. La dernière très grande bataille aérienne qu'on a eue, c'est lorsque l'armée de l'air israélienne a défait une fois pour toutes l'armée de l'air de la Syrie. C'était en 82. Ils ont abattu plus de 80 chasseurs syriens. Après cette date, la Syrie n'a jamais pu mener d'opération aérienne. Donc c'est considérable. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il veut passer à l'acte. Ça peut toujours rester du domaine de la gesticulation. Il faut rappeler que jeudi prochain, il y a effectivement une négociation nucléaire entre les envoyés spéciaux du président Trump et le ministre des Affaires étrangères iranien. Ça se passe à la légation obanaise à Genève, et c'est très important. Et c'est vrai que les Américains considèrent, comme Theodore Roosevelt, que quand on négocie, même poliment, il vaut mieux avoir un gros bâton dans la main, et le gros bâton, vous le voyez là. Si j'avais à parier, moi aujourd'hui, je sais que je suis très minoritaire, que personne ne pense ça, tout le monde pense qu'il va y avoir la guerre et des bombardements. Moi, je pense que c'est une opération de gesticulation et qui veut obtenir, qui sauvera la face, Trump, en disant « j'ai obtenu la dénucléarisation de l'Iran ». Quel est le scénario de bombardement? Le New York Times dit Trump envisage un bombardement ciblé contre l'Iran, suivi d'une attaque de plus grande envergure. New York Times, Trump a indiqué que si la diplomatie ou une première attaque ciblée ne parvenait pas à contraindre l'Iran d'abandonner son programme nucléaire, alors il envisagerait une attaque beaucoup plus importante. Elle sera destinée à chasser les dirigeants du pouvoir. C'est ce que dit beaucoup de sources dans l'administration américaine. Donc il y aurait une espèce de, comme les rasoirs à deux lames, hein. Première lame, hein, et si ça marche pas, il faut la deuxième. Oui, le premier, c'est un coup de semonce. C'est si les Iraniens n'acceptent pas un accord, effectivement, il y aura d'autres frappes. Mais il reste l'inconnu, ce que fera Israël. Les anciens des services israéliens ne cessent de dire que le Mossad est prêt à faire des opérations type pager et contre le Hezbollah puissance 10 ou puissance 100, et qu'on peut avoir des surprises. Donc c'est ça l'inconnu la plus grande. Un point de comparaison, regardez cette image, c'est 2003, l'Irak, puisqu'on comprend bien qu'il y a ce soir, c'est la comparaison qui s'impose à tous, n'est-ce pas? C'est l'idée vertigineuse d'une aventure, peut-être d'une aventure. C'était une grande guerre qui a modelé en quelque sorte le Proche-Orient. Je ne sais pas si on peut écouter simplement on va écouter cette séquence. C'est le 19 mars 2003, donc ça fait 26 ans, et les États-Unis s'engageaient dans une des plus grandes guerres de leur histoire. J'étais dans cet hôtel. Là, hein, Bagdad bombardé, mars 2003, ça reste comme évidemment. Ce soir, c'est le point de comparaison. Tout ce qu'on entend là, ce que disent les généraux à la Maison Blanche, on y reviendra, ce que dit la presse israélienne ce soir là, l'hésitation visiblement qui a lieu, elle tourne autour de ces images-là. Oui, j'étais à Bagdad à ce moment-là, dans mon hôtel. Il faisait assez beau, donc la fenêtre était ouverte.
Et j'ai été soufflé sur mon lit, comme ça, soufflé par l'éclat des bombes, parce qu'il y avait en face de mon hôtel le QG des services secrets irakiens qui était complètement détruit. Je pouvais pas penser à l'époque que stratégiquement, en fait, par cette guerre, les Américains allaient donner le contrôle de l'Irak, à l'Iran. Ils avaient une politique de toujours avoir une sorte d'équilibre entre l'Irak et l'Iran, d'avoir un Irak pas trop fort, un Iran pas trop fort. Et là, en fait, par cette guerre, ils ont donné une importance, ils ont en fait donné ce pays à l'Iran. Et depuis, l'Iran est extrêmement présent en Irak, très influent. La personne la plus influente à Téhéran, aujourd'hui même, est encore l'ambassadeur d'Iran et pas l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. L'Irak n'est pas du tout devenu, comme certains le pensent, une tranquille colonie américaine. Pas du tout. Non, mais ça a été effectivement une catastrophe géopolitique et qui s'est fait sentir pendant longtemps. Moi, j'étais au Quai d'Orsay et quelqu'un du cabinet m'a dit c'est pour cette nuit. Ça veut dire que les Français, alors qu'ils étaient hostiles à l'opération, ont quand même été prévenus. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait le même degré d'information. Les images, une interrogation. Tout à fait. Et les images qui sont représentaient aussi l'euphorie du moment au début, que ce soit la population irakienne, mais aussi les Américains. Il y a eu cette sensation d'euphorie parce que effectivement, on sentait que avec la chute du régime, il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait être fait sur le long terme, avec peut-être éventuellement une démocratie, avec peut-être éventuellement un peuple et un pays qui pouvait avancer à un bon rythme de progrès, de prospérité, de développement, etc., etc. Donc ça reste dans l'esprit des Américains. Et je pense que c'est pas parce qu'il y a un déploiement, une multiplication de la pression qu'on voit depuis un certain nombre de semaines que ça va forcément signifier une attaque majeure, parce que le développement aussi, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans cette volonté de campagne de pression maximale sur l'Iran. Vous faites pression maximale sur l'Iran, sur les sanctions, vous le faites aussi sur l'armée, parce qu'il y a un moment où l'Iran va devoir céder. Et ça, on le sait, parce que les équipes de Donald Trump ont dit que peut-être que Donald Trump serait prêt à reculer sur un certain nombre de lignes rouges, notamment l'enrichissement à 0%, qu'il serait peut-être, si le régime iranien allait plus loin dans ses concessions, peut-être prêt Parlons à vraiment des moyens. J'aimerais vraiment vous appeler, essayez d'être le plus concret possible. Vraiment, je ne sais pas qu'on s'arrête aux moyens. On oublie un détail en 2003. Il y avait 150 000 hommes au sol. C'est pas un détail. Et il y avait 260 000 de plus en soutien avec les Koweïtiens, avec l'Arabie Saoudite, etc. C'est un ensemble de 400 000 hommes, la guerre. Où sont les troupes au sol, là ? C'est une campagne aérienne et navale que l'on prépare. Il manque les troupes au sol. Et les troupes au sol, elles se sont préparées pendant 8 ou 9 mois. Elles sont pas arrivées comme ça. Donc on n'est pas du tout dans la même perspective. Là, on nous présente le premier jour, le premier soir, le bombardement de Bagdad. Oui, effectivement, il y a des centaines de Tomahawks qui peuvent vitrifier demain matin Téhéran, etc., etc. Mais 1 800 000 km², 80 ou 90 millions d'habitants, où sont les troupes au sol ? Voilà, c'est tout. Quand ça avait été préparé. Vous savez pourquoi on n'est pas arrivé à prendre Bin Laden après l'attaque contre l'Afghanistan, c'est-à-dire à la fin de l'année 2001 ? Eh bien, parce que il y avait ce qu'il fallait faire. On savait où il était à Bora Bora. Il suffisait d'encercler la montagne afghane et de la faire ratisser par la 10e division de montagne qui était pas loin en Ouzbékistan. Pourquoi cette division n'a pas été dépêchée en Afghanistan pour faire le boulot et prendre Bin Laden ? Parce que, dès cette époque-là, le CENTCOM avait été convoqué par le ministre de la Guerre, Rumsfeld, qui lui avait dit « Je te donne, et on est à la fin de 2001, je te donne 3 jours pour me préparer un plan d'attaque de l'Irak. » Et donc, il n'y avait plus, en fait, personne pour commander le déplacement de cette 10e division de montagne pour revenons à aujourd'hui avec ces mouvements d'avion, puisque comme vous le soulignez, pour l'instant, c'est une opération massive aérienne, sans troupes au sol, ou alors peut-être troupes de commando, et on verra dans quelques instants, on sera en direct avec les Israéliens sur ce sujet-là. Voilà, cette carte-là, Aurélien Duchesne, on voit ici une espèce de pont aérien. Qu'est-ce qui est en train de voler entre
les États-Unis d'Amérique, l'Europe. Les avions bombardiers sont déjà concentrés pour l'essentiel sur la zone. Ce sont davantage des avions pour transporter toujours plus de munitions. On avait par exemple parlé des fameuses GBU-57 qui seraient ces fameuses bombes perforantes pour cibler des endroits extrêmement fortifiés. Il y a aussi des transports tout simplement de missiles. Il y a par exemple ceux qui pourraient être tirés, puisqu'on parle des moyens, à la fois de la flotte de destroyers qui est dans le golfe Persique, voire, ça c'est pas ceux qui sont transportés dans des avions bien sûr, voire ceux qui pourraient être tirés depuis le sol. Et il y a enfin quelque chose dont on parle beaucoup moins, il y a même des sous-marins de classe Ohio qui ont des missiles de croisière navale qui pourraient être tirés depuis la mer vers l'Iran. On parle beaucoup en ce moment du balai aérien incessant qui vise à renforcer sur place toute la logistique des Américains pour pouvoir agir massivement et sur très court préavis. Mais il faut pas oublier ce qui se passe en mer, voire sous les mers. Et puis une dernière chose aussi, c'est que quand on parle des scénarios de frappe, dans le cas de 2003 que vous avez évoqué, les Américains avaient d'abord commencé par une tentative de décapitation du régime de Saddam Hussein, voire d'éliminer Saddam Hussein physiquement, avec le succès que l'on sait, avant de passer à des frappes beaucoup plus massives. Le rationnel là-dedans, ce serait un peu compliqué de l'appliquer à l'Iran, parce qu'on sait très bien, enfin on peut imaginer, qu'au regard du comportement des Iraniens depuis des semaines, avec un Trump qui veut les faire craquer sous la pression, une frappe dite de semonce, comme l'a dit Madame l'ambassadeur, ça n'aurait que pour effet sans doute de provoquer l'Iran à durcir encore la ligne jusqu'au boutiste. Donc imaginez que on va faire une frappe limitée contre l'Iran et que ça va arrêter les frais, ce sera exactement le contraire qui devrait arriver s'il y avait une frappe, on va dire, limitée. Et sur les avions, j'aimerais, avant de faire toute la théorie, qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Les Américains, ils ont été aperçus de l'aéroport Ben Gourion. Ce sont des avions citernes, des avions cargo. En seulement 24 heures. Les autorités israéliennes sont évidemment très discrètes là sur quel est le besoin qu'on a de ça. Alors les Israéliens doivent refaire leur soute absolument. Si demain l'Iran attaque Israël, ce qui est probable s'il y a une attaque américaine, Israël prendra à mon avis dans la foulée. Et donc ils ont besoin de refaire tout leur dispositif anti-aérien, dont je rappelle qu'il a 3 couches. Il y a le dôme de fer à courte portée. Ensuite il y a la fronde de David qui est moyenne portée, et puis le système Arrow qui est à longue portée à plus de 250 et plus kilomètres. Et donc, ils ont besoin de stocks absolument considérables de missiles. Et puis, peut-être aussi les pièces détachées pour les F-35, les missiles anti-aériens pour permettre aux F-35 d'aller intercepter les drones, et puis les missiles qui seront en route, etc. Donc, il y a un énorme besoin logistique, ne serait-ce que pour Israël, il y a un besoin logistique qui est absolument petit à petit, le dôme de protection anti-aérien est érodé. On voit les images de ces avions ravitailleurs qui sont les si précieux. Pourquoi Aurélien Duchesne, ces avions ravitailleurs qui sont là maintenant sur l'aéroport Ben Gourion, donc recharger très rapidement en vol pour pouvoir faire la même chose que ce qui avait été fait par exemple en Serbie, c'est-à-dire des dizaines de sorties aériennes par jour. Si on prend l'échelle là du nombre d'avions qui sont déployés près de l'Iran, il s'agit de pouvoir pillonner massivement sur un territoire, comme l'a dit le général, de 1 700 000 km². Mais il faut pas non plus d'ailleurs s'attendre à, on parle souvent d'un tapis de bombes ou autre, ce serait pas du tout sans doute le genre de cible que feraient les Américains. On parle de cibles telles que par usine de properdiol pour la propulsion des missiles, cibler des usines ont réussi, ou les Israéliens ont réussi à les cartographier. Et pour ça, voilà, ils peuvent pas attendre systématiquement de larguer des missiles et de revenir à la base. Ils vont évidemment réapprovisionner en vol, d'où l'utilité de tous ces dizaines, désormais, il y en a une cinquantaine, je crois, d'avions de logistique, dont du ravitaillement. Merci beaucoup Aurélien Duchesne. Aurélien Duchesne a parlé de la cartographie. Il est vraisemblable que les Israéliens qui ont montré qu'ils connaissaient extrêmement bien l'Iran, qui ont assassiné tous les grands chefs scientifiques iraniens du programme nucléaire. Les Israéliens maîtrisent en fait, grâce à leur coopération avec les Moudjahidines du peuple, maîtrisent la cartographie des grands équipements industriels du complexe militaro-industriel iranien. Et ça, je pense que effectivement, les Américains ont tout à fait les moyens de détruire intégralement la structure industrielle de l'Iran, mais ça ne veut pas dire qu'ils détruiront le million d'hommes armés partisans du régime.
l'homme qui va décider, en tout cas techniquement, le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, c'est Axios qui le rapporte ce soir, a conseillé au président Trump et aux hauts responsables qu'une campagne militaire contre l'Iran pourrait comporter des risques importants, notamment celui de s'enliser dans un conflit prolongé. Selon les sources ayant connaissance de ces discussions, Kane est le seul responsable qui aurait informé Trump sur l'Iran ces dernières semaines. Le commandement du CENTCOM, Brad Cooper, n'était pas invité à ces réunions. Écoutez Trump qui parle de cet homme-là, parce il joue un rôle clé dans les heures que nous vivons ce soir. Alors c'est du Trump dans le texte, parce qu'il est à la fois très laudatif, et puis on voit qu'il s'est peut-être affronté à lui. C'est un militaire, hein. Lorsque je me suis rendu en Irak et j'ai rencontré un homme, je suis sorti de l'avion et j'ai vu un beau général debout avec 3 autres généraux. C'est là que j'ai rencontré Raising Kane. Je lui ai demandé « Quel est votre prénom ?»« Raising, monsieur. On m'appelle Raising. » J'ai dit « C'est quoi ce nom ?» Depuis, j'ai beaucoup appris sur lui. Avec son attitude très calme, il est brutal. Raising était là. J'ai dit, quel est votre nom de famille ? Kane ? Écoutez, mettons les choses au clair. Vous vous appelez Raising Kane, c'est ça ? Oui, monsieur, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai dit, tu es celui que je cherche. C'est quelque chose qui monte, Raising, qui... Alors il y a un débat, ça veut dire quoi, Raising ? Moi je ne sais pas, c'est quel sens ? Effectivement, c'est ce que dit Madame l'ambassadeur, c'est quelque chose qui monte. Ça vient de raise. Et on le dit d'une personne qui prend de la confiance sur les autres et qui... oui. Là, et c'est l'homme qui, d'après donc Axios et un certain nombre de sites, aurait dit aurait voulu freiner Trump. Est-ce qu'il y a une division, d'après vous, autour de lui sur le risque d'y aller ou pas ? Non, mais là, vous avez le chef d'état-major des armées. Donc, il est capable, dans le détail, de dire quels vont être les effets possibles de son armée par rapport aux ambitions présidentielles. Et donc, là, visiblement, il doit y avoir un delta, quelque part, entre ce que souhaite faire Trump et ce qu'on le sait, ce qu'il souhaite faire Trump. En fait, c'est quelque chose de décisif, il l'a dit très nettement, quelque chose de décisif, rapide, dans lequel on s'en dit pas. C'est-à-dire tout et son contraire, quelque chose qui ne peut pas arriver. Et il lui a dit, si vous voulez que ce soit décisif, ça va être long, et vous avez le risque de l'enlisement. Et si vous voulez que ce soit bref, eh bien, si c'est bref, eh bien, vous n'atteindrez pas tous les buts que vous vous êtes fixés. C'est ça, vraisemblablement, qu'il a dit. Et ça, c'est un langage militaire. Oui. Lui, il est payé pour dire la vérité au chef. Il n'est pas payé pour être... Keitel ne disait plus la vérité à Adolphe à la fin. Il lui oui, chef, vous êtes beau, etc. Mais lui, c'est un chef responsable qui dit véritablement, voilà les effets qu'on peut produire sur le terrain, et si vous voulez autre chose, ça n'est pas ce qu'on a fait là. Et l'enlisement, ça veut dire tout simplement que vous avez des bombardements de l'Iran, et vous avez un Iran qui ne cède pas, c'est-à-dire qui ne cède pas sur son régime, sur le régime théocratique, qui ne cède pas sur ses missiles balistiques, même si beaucoup peuvent être détruits par les bombardements, qui ne cède pas sur le nucléaire, qui ne cède sur rien, qui refuse de coopérer. C'est ça l'enlisement, et c'est effectivement un risque. Si en revanche une frappe de semonce parvenait à faire changer d'avis les dirigeants iraniens, oui, là on dirait Trump s'est montré un grand stratège, il a réussi à obtenir la dénucléarisation de l'Iran. Les hommes politiques ne se jugent pas sur leurs intentions, pas sur leur discours, que sur leurs résultats. L'enlisement, c'est aussi, et je pense qu'il faut le garder en tête, à la fois la mémoire du Vietnam, de la guerre du Vietnam, et aussi l'enlisement, c'est un déséquilibre entre les gains et les pertes. C'est lorsque vous vous rendez compte, en fait, que vous mettez des hommes, vous mettez des ressources, vous mettez aussi une image, une communication, et finalement, vous n'avez rien en retour, voire vous avez quelque chose de négatif. Donc l'enlisement, dans des termes militaires, c'est extrêmement dangereux, et je pense que c'est ce qu'il a dit aussi à Donald Trump. Le parti de la guerre s'exprime. Ce soir, il y a ceux qui freinent, et il y a ceux qui, au contraire, poussent à fond. Alors c'est notamment les Israéliens, on sera en direct dans quelques instants en Israël, et ce soir Netanyahou se met déjà en quelque sorte en position. Nous sommes vigilants et prêts à toute éventualité. J'ai été clair avec le régime de l'Ayatollah, s'il attaque Israël, nous riposterons avec une force inimaginable, dit Netanyahou. Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, en tout cas Trump 1, après des décennies où l'Iran a semé la violence dans la région et contre son peuple et menacé les États-Unis, il est temps d'en finir avec les belles paroles. Il est temps que les mollahs se retirent ou en paient le prix.
l'Instagram, qui est sans doute le plus offensif pour dire, alors lui il a poussé beaucoup contre Poutine, et il a poussé beaucoup contre la Chine, et il pousse maintenant beaucoup contre l'Iran. C'est votre copain ? Non. Pourquoi ? C'est un excellent sénateur, mais c'est le plus néoconservateur et interventionniste. Et de fait, il a besoin d'être freiné. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un accélérateur, d'un frein, comme dans tout mécanisme. Mais de fait, si on l'écoutait, ça ferait longtemps que, en l'occurrence, il y aurait eu un tapis de bombe. Est-ce qu'il est mal à l'aise, le père Nicolas Conquer ? Regardez, Nicolas Conquer ici présent, cravate orange. Qui a toujours pas la couleur des mots-là, mais non, mais de fait, qui est souvent venu sur ce plateau pour dire nous on est contre les interventions, pas de troupes, etc., pas d'aventure. Et ce soir, j'ai l'impression que vous êtes un peu. Et j'ai pas employé ces termes-là, et je vais juste peut-être réaligner tout le plateau où on a dit que c'était juste une démonstration de force ou c'était un enlisement. Je pense que ça sera ni l'un ni l'autre. On n'est pas juste là pour faire figuration quand on déplace 7500 effectifs sur notamment l'USS Nicolas Conquer. Est-ce que vous allez 8 mois. Est-ce que vous allez devoir retourner votre veste ? Ça arrive en politique. Très longtemps, vous avez dit. Je suis très fier de ce que je porte là, et je pense que je vais être très cohérent. Je pense que vous les Trumpistes, vous avez très longtemps dit non, nous, ce ne sera pas d'aventure. On fera pas comme Bush, on fera pas comme les autres. Et là. Moi, cette armada. Je maintiens, et regardez le mode d'action qu'a eu Trump durant son premier mandat, c'était des actions ciblées qui ont eu vocation à éliminer Soleimani. Là, vous avez eu la guerre des 12 jours où l'Iran, l'espace aérien, c'était une ville ouverte, ils étaient neutralisés, ils sont venus en implorant, en mettant en avant des concessions. Mais ce qui montre aujourd'hui que c'était pas des interlocuteurs fiables. Eux, ils ont pas de rationnel, ils font de la théologie. Donc vous pouvez pas négocier avec eux, et il y aura pas d'accord sur le nucléaire venant de leur part, et du moins c'est pas ça qui va garantir des crédits et des gains dans l'opinion. Ce soir, sur notre antenne, John Bolton, il est un des plus battants en guerre. Alors, depuis toujours, déjà à l'époque de la guerre du Vietnam, à 18 ans, il était pour bombarder à outrance le Vietnam. Donc c'est dire qu'il y a... Il l'a fait ? Comment ? Il l'a fait ? Il l'a pas fait, il était un peu jeune à l'époque. De Mola, et il est pour y aller à 200%. Ce soir, renverse la dictature de Téhéran. J'espère que c'est la décision que prendra le président Trump. Je ne peux pas parler à sa place, évidemment, mais il est très important de nous coordonner avec l'opposition. C'est la seule manière d'obtenir la paix et la sécurité au Moyen-Orient en renversant les ayatollahs, et ça aura des ramifications qui iront bien au-delà du Moyen-Orient, puisque l'Iran sponsorise le terrorisme internationalement et participe aussi à la prolifération nucléaire. Ça rendra le monde beaucoup plus sécurisé. C'est exactement le discours qui a été tenu avant l'invasion de l'Irak. Exactement. Le terrorisme nucléaire, la dictature, etc. Exactement le même discours. Et le monde s'en portera mieux. Et le monde s'en portera mieux. C'est exactement la même phrase. Est-ce qu'il y a une forme, d'après vous, pas de mensonge, oui, ou peut-être en tout cas de mise en scène ? De la part de ce fou de Bolton, non, il est comme ça. Il a toujours été dingue. Il a été viré pour être beaucoup trop fou par Trump. Oui, lorsque Macron avait invité à Biarritz Trump, et qu'il avait aussi voulu inviter le ministre iranien des Affaires étrangères, il avait pris l'accord de Trump, c'était très bien. Bolton était complètement écarté des discussions, les deux présidents, parce qu'il était déjà considéré comme trop fou. Cette Amérique-là est-elle de retour ? Celle de comment il s'appelle, Colin Powell ? Le gentil Colin Powell. Alors ça, c'était quand il était considéré devant le monde entier, la tribune des Nations Unies, il a regretté. Il a d'ailleurs obtenu, avant de partir, de démissionner, comme son poste de secrétaire d'État, donc le numéro 2 de la hiérarchie de l'exécutif américaine, il a quand même obtenu la peau débile sur les armes de destruction massive. C'était lui le chef. Il faut qu'il assume quand même. C'était lui le chef, il l'a fait. Un tel mensonge, ces gens-là, pour être franc, ils devraient être devant un tribunal. Alors lui est mort. Bon. Mais par exemple, Bush devrait théoriquement être devant un criminel. Un crime d'agression. Dans un monde pur et chimiquement pur, vraisemblablement. Pourquoi les Européens n'osent pas le demander ? Ça, les Européens n'osent pas le demander. Par l'acheter européenne, comme vous le savez. Parce que vous étiez beaucoup à le soutenir sur votre plateau, sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, soutenaient cette intervention. Et ils ont sans doute eux-mêmes retourné leur veste. Enfin, en France. Sur ce plateau, l'opposition de la France. C'était les atlantistes de l'époque qui soutenaient ces néo-croisades, néo-conservatrices, qui étaient infondées, dans lesquelles, évidemment, je ne souscrivais pas. Rappelez-vous, les Danois ont soutenu ce crime de guerre. Les Britanniques, beaucoup de peuples européens. Pas les Britanniques, Tony Blair. Ah non, mais les Britanniques ont fait des... Que dit-on en Israël ? S'il vous plaît, partagez un peu la parole. Stéphane Goldin, vous êtes là avec nous. Est-ce qu'en Israël, on espère maintenant cette intervention ?
Écoutez, en Israël, bien sûr qu'on espère cette intervention parce que, dans le fond, nous sommes face à une sorte de menace globale qui sont complètement incertaines. Donc, c'est vrai qu'il y a cette armada qui se rapproche, qui grossit, avec, dans le fond, un Iran qui est pratiquement pris en tenaille entre le Golfe Persique et la mer Méditerranée avec l'arrivée de l'USS Gerald Ford. Et c'est vrai qu'Israël, oui, veut cette intervention. Israël veut surtout, dans le fond, la chute du régime des Mollahs. Et au-delà de cela, surtout, la question des missiles balistiques est une question cruciale dans un premier temps pour Israël. Est-ce qu'il y a une espèce de vertige, comme disait Renaud Girard, excessif? Kabi, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. On peut peut-être écouter sa déclaration parce qu'elle provoque un tollé et elle donne de l'argument à ceux qui disent attention. Là, il y a une espèce de dérive néoconservatrice de gens qui veulent redessiner toute la région. Messianique. Il faut qu'Israël prenne toute la terre parce que c'est le contenu de la Bible. La zone dont nous parlons en particulier est celle qui, selon les textes bibliques, aurait été donnée à Israël par Dieu à travers Abraham. Il est alors question d'un peuple, d'un territoire et d'une mission. Est-ce que Israël a le droit de contrôler cette zone au motif que la Bible l'attesterait? Ça serait acceptable s'il prenait tout. Quand on entend là, c'est pas les modérés, hein. Non, mais c'est même pas un néoconservateur, c'est un évangélique. Je crois qu'il y en a peu qui, malgré tout, qui sont sur cette ligne-là, à part les suprémacistes israéliens. Les évangéliques, c'est une forme d'extrémisme. L'extrémisme, c'est d'idéalisme, en fait, finalement. Oui. C'est de l'idéalisme à l'américaine. Avant, c'était faire en sorte que la démocratie libérale soit partout dans le monde. Maintenant, c'est effectivement cette idée messianique. Les États-Unis pensent qu'effectivement, il y a certains peuples, et notamment... Non, mais si l'effet là sur cette guerre, ces gens-là veulent-ils recomposer la région? Quand je sais pas si on peut prendre la carte, s'il vous plaît, la carte de la région. Si on rapporte vraiment à l'événement, pas en général, est-ce que ces gens-là se disent c'est le moment de changer, de redessiner la carte de la région? Un ambassadeur des États-Unis qui dit, contrairement à toute la doctrine américaine depuis 1945, le plan de partage de la Palestine, etc., que Israël devrait prendre tout. Prendre tout. Il faut remonter à Jabotinsky, qui est mort en 1940, pour avoir une telle théorie. Il faut rappeler que Roosevelt, en février 1945, avait dit à Ibn Saoud « Non, jamais nous ne créerons un État juif sans votre accord. » Et il a fallu que ce soit Truman et la découverte, surtout, des camps d'extermination pour qu'on décide qu'il y aurait un plan de partage et qu'une partie de la Palestine, de la mer au fleuve, pas jusqu'à l'Euphrate, constituerait un État juif, et l'autre partie constituerait un État arabe. Et là, maintenant, on a un ambassadeur officiel des États-Unis qui dit... Alors là, ça met le feu à l'ensemble du Moyen-Orient. En même temps, ça n'est pas la position de Trump. Pour le coup, il a exprimé, il est plutôt encore favorable à une position à deux États. Il a exprimé ses réserves. Trump n'est pas pour deux États. Trump est pour deux États, non, je pense qu'il l'a. Il a laissé il a laissé une possibilité dans sa résolution. Stéphane Goldin, est-ce que vous êtes pour prendre toute la terre, vous, comme ambassadeur des États-Unis en Israël? Écoutez, on va déjà se contenter de ce que l'on a et déjà de préserver notre territoire. Alors certains peuvent penser comme ça, peut-être. Toujours est-il que pour le moment, cela met plutôt, acerber plutôt les tensions plutôt que de les calmer, parce que c'est vrai que nous sommes dans une région avec aussi... Est-ce que vous espérez, Stéphane Goldin, vous m'entendez? Est-ce que vous espérez au fond que, une fois pour toutes, la région, que votre principal ennemi qui est l'Iran, tombe en réalité de ne plus avoir d'ennemis majeurs dans la région? A priori, oui. Ça serait l'idéal pour l'État d'Israël, bien évidemment, qu'on n'ait plus cet État avec ce régime islamique qui nous menace quotidiennement. Parce que derrière le régime islamique, c'est au-delà de la menace aussi des missiles balistiques, c'est aussi toute la question des proxys et des milices. On voit très bien ce qui se passe avec le Hezbollah au nord d'Israël, on voit ce qui s'est passé et qui se passe encore avec le Hamas, je dirais, au sud d'Israël, et on voit ce qui pourrait se passer avec les Houthis au Yémen, et aussi avec les milices chiites qui sont situées actuellement en Irak, qui sont une menace pour Israël et qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est dans le fond réitérer un 7 octobre, entre guillemets, sur le territoire israélien et prendre cette terre. Et concrètement, jeter, je dirais, quand on parle
du fleuve à la mer, c'est franchement nous jeter à la mer. Et donc, dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas rester les bras croisés dans cette affaire et nous ferons tout, en tout cas, pour préserver notre territoire. Et si nous devons être attaqués, la riposte sera assez terrible. C'est formidable, vous voyez, on a un officier israélien qui se plaint des milices chiites dangereuses, c'est vrai, qui sont en Irak. Qui a mis en place ces milices chiites? L'invasion américaine de l'Irak, conseillée d'ailleurs par ces mêmes officiers israéliens à l'époque, de 2003. Avant l'invasion américaine de 2003, il n'y avait pas de milice chiite en Irak. On ne va pas lancer ce débat maintenant. Merci beaucoup. Merci Stéphane Goldin. Regardez la carte où on voit, qui résume tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire l'immensité de ce dispositif tout autour de la République islamique d'Iran, où on voit les centaines d'avions, les 2 porte-avions, toute l'armada qui accompagne chacun des 2 porte-avions. Et va nous rejoindre dans quelques instants Michel Polaco, spécialiste de ce genre. Je ne sais pas si on peut voir la carte Voilà, cette carte-là, elle est extrêmement parlante. On voit que c'est sans précédent, effectivement, depuis 2003, depuis la guerre d'Irak. Oui, depuis la guerre d'Irak. Et là, on voit clairement maintenant qu'il y a une force Est qui est dans le détroit d'Ormuz, près du golfe arabo-persique. Et bien entendu, une force Ouest dont on peut penser, aujourd'hui elle est en Crète, dont on peut penser qu'elle s'installera au large d'Israël pour assurer vraisemblablement une protection de cette partie-là sur Israël, la Syrie, en cas de bombardement des Iraniens sur Israël, comme ça s'est fait au mois de juin. Donc c'est un dispositif, on l'a dit tout à l'heure, à plus de 200 chasseurs, 300 au moins 300 avec tout le reste, donc c'est absolument considérable, c'est plus que l'armée française aujourd'hui, mais il faut quand même rappeler, pour en voir les limites, et c'est sans doute les réserves de Dan Kane, le chef d'état-major des armées US, c'est une armée qui n'a pas de volet terrestre. Et donc, et s'il n'y a pas de volet terrestre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invasion qui est prévue. Et donc là, on prétend mettre à merci un pays de 1 800 km² avec une marine et de l'armée de l'air. Donc les buts ne peuvent être que limités, à mon sens. Est-ce qu'il y a une tradition historique sur ce plateau? Le général Desportes insiste toujours sur le fait qu'il y a une idéologie du bombardement chez les Américains. On prend le minimum de risques pour ses propres troupes, et donc on dit on bombarde tant qu'on peut, le plus possible. Ils ont une doctrine de guerre zéro mort, et effectivement, si vous bombardez du ciel, vous n'avez pas de mort, sauf si on tire sur un de leurs avions. Le 5 juin 1944 au soir, il y avait une ville, ils ont débarqué en Normandie, comme chacun sait, à l'aube, et il y avait une ville qui s'appelle Saint-Lô, qui était une sous-préfecture dans la Manche, et il y avait un risque qu'il y ait eu des Allemands à la gare de Saint-Lô. Eh bien, ils ont rasé Saint-Lô. C'est pas de chance pour les 5000 Français qui habitaient là, parce qu'il n'y avait pas d'Allemands à la gare de Saint-Lô. Il n'y avait pas d'Allemands du tout dans Saint-Lô. Comme dans le Monte Cassino, d'ailleurs, puisque à la bataille de Monte Cassino, Kesselring avait fait dire aux Alliés qu'ils n'étaient pas dans l'abbaye, qui était une abbaye classée, qui avait 800 ans, etc. Et les Alliés ont décidé de raser le Monte Cassino, donnant par là même, d'ailleurs, des possibilités de se cacher aux parachutistes allemands. Contre l'avis de Latte de Tassigny. Contre l'avis de Latte de Tassigny. Préserver les Français, vous voulez préserver le monastère. Regardez, effectivement, pas de soldats allemands dans le monastère. Regardez ces images où, effectivement, ça a été la tradition américaine, notamment dans ces années-là, 1944, le Havre. À l'époque, c'était les Anglais qui ont bombardé le Havre, mais on est en septembre 44, il y a eu 2000 morts. C'était pour libérer, mais enfin... C'était pas pour les... il y a 80 000 sinistrés. Saint-Malo, là, c'était les Américains. Saint-Malo, les images de Saint-Malo en témoignent. Toute personne qui est allée à Saint-Malo sait qu'il y a un tout petit quartier qui a survécu, mais tout le reste a été détruit et reconstruit parce que les Américains ont voulu bombarder de très haut, prendre aucun risque, et le résultat c'était ça. Ça c'était août 1944. Et puis les moyens de l'époque ne permettaient pas de discriminer comme on le voulait. Je veux dire, quand on est là, on tirait, vous savez, on larguait les bombes là où on pouvait. Je veux dire, c'est facile de dire aujourd'hui avec des bombes qui ont une précision métrique, mais à l'époque, dans un bombardement. Mais ils n'ont pas détruit. Ils ont détruit, si vous voulez. C'est pas. On parle pas de l'Allemagne là. On parle. Les Américains ont détruit des villes entières, et les Anglais d'ailleurs, d'un pays qui s'appelle la France, qui avait quand même eu
contrairement aux États-Unis d'ailleurs, le courage de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie en 1939. Mais alors, cette tradition, effectivement, du bombardement des Américains, elle a montré ses limites, notamment avec les guerres asymétriques, où ils se sont rendus compte qu'il y a un moment, il fallait envoyer des troupes au sol, et en plus, ces troupes au sol, eh bien, elles n'arrivaient pas à s'en sortir parce qu'elles se retrouvaient dans des environnements qu'elles ne connaissaient pas, avec des guérillas face à eux, avec des gens qui étaient prêts, qui étaient en fait des terroristes, des kamikazes qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Donc c'est une tradition américaine qui a été une tradition qui a permis la domination des États-Unis au XXe siècle et puis progressivement qui a montré ses limites, notamment avec les guerres asymétriques. Ouais. Au total, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et d'ailleurs, par parenthèse, vous n'êtes pas très bon. Il y a beaucoup d'américanophiles là. Quelques amis américains, heureusement, qui nous écrivent pour dire que le jeu de mots sur Keynes, ça veut dire faire du grabuge, semer la pagaille, se déchaîner, causer des problèmes, ou être de façon très énergique et très agressive. Référence biblique aussi à Caïn, le turbulent. Bon, il faut le chercher. J'avoue que c'est un peu compliqué. Par raising. Bien sûr, vous avez raison. Raising a un autre sens. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que au total, vous qui êtes des observateurs fins, ces guerres américaines, au total, est-ce qu'elles ont rendu le monde plus sûr ou plus dangereux? Au fond, est-ce que les Américains sont le gendarme du monde ou est-ce qu'ils sont le destructeur du monde? Je crois qu'ils ont fait beaucoup de bêtises depuis les années 60 et depuis la guerre du Vietnam. Oui, ça, vraisemblablement. Mais on n'y sont pas les seuls. Je veux dire, très franchement, du côté occidental, on a été des apprentis sorciers qui ont fait beaucoup de catastrophes parce qu'on n'a jamais réussi à faire les sorties de crise. Jamais. Et on s'est toujours laissé enliser dans, c'est soit l'Afghanistan, ça a été le Vietnam, ça a été la guerre d'Indochine. On s'est enlisé dans des conflits. Et ça, c'est pas propre aux Américains, en fait. C'est facile. Mais c'est d'ailleurs ce que Trump ne veut plus faire. Oui. Et il dénonce effectivement les effets des guerres des néoconservateurs en disant on va plus faire de nation building, on va plus essayer de démocratiser les pays. Bon, on se défend quand on doit se défendre. Là, il faut éliminer le nucléaire et les menaces contre Israël et contre les Américains. La première erreur qui a été faite par les Américains, c'est d'armer les talibans contre l'armée rouge. Et d'ailleurs, je me souviens d'un diplomate soviétique qui était le dernier gouverneur d'Afghanistan qui a dit à un envoyé de Paris, vous vouliez qu'on parte, on part, mais je vous préviens, vous allez nous regretter, c'est des fous furieux. En parlant des talibans, et ça nous a pris quelques années pour le comprendre. D'ailleurs, pour aller dans le sens du général, est-ce que le monde gendarmé par les Américains est plus sûr ou moins sûr? Dans les années 70, vous vous souvenez, vos copains chevelus là qui partaient en 2 chevaux en Afghanistan, tout le monde allait. Il y a un grand écrivain suisse d'ailleurs qui a traversé tout l'Afghanistan, etc. On allait aussi en Mésopotamie sans aucun problème. Maintenant, est-ce que vous envisageriez, Darius, d'aller en vacances, soit en Afghanistan, soit en Irak, des pays qui ont été administrés par les États-Unis? Paris-Dakar avec le désastre de la Libye. Quand on dit que, je veux dire, on n'a pas été forcément meilleur. La Libye, c'est un désastre stratégique majeur. On a la prolifération des armes dans la bande. Laissez répondre l'américain. Allez, défendez l'honneur américain. Pas tant de faire une rétrospective, mais se concentrer sur l'avenir et là sur cette menace qui est imminente, de voir en quoi le fait de faire tomber le régime des Mollahs va permettre de stabiliser la région, de mettre en difficulté la Chine et également de pouvoir garantir à ce que on ait des ressources en pétrole considérables. Vous êtes sûr que c'est la chute des Mollahs qu'ils cherchent? Vous êtes sûr, vraiment? Clairement, manifestement, parce que il y a avec tous les proxys qui viennent alimenter et sur lesquels notre commerce mondial en a été victime avec les Houthis dans mer Rouge. Les forces qui sont massées là, qui sont considérables, ne sont pas des forces qui sont à même de faire chuter les Mollahs comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les sondages disent souvent que les Américains pensent que le monde va mieux après les diverses interventions des États-Unis dans le monde, y compris dans le Moyen-Orient. Donc c'est une question de perspective. Dans les faits, quand même, les États-Unis se sont retrouvés à ce que Robert Kagan avait raconté au mur du réel, en fait. Ils se sont retrouvés face à des cultures différentes, face à des guérillas. Pour eux, c'était impensable que des talibans, des petits guérilleros qui sont comme ça avec leurs jupes, réussissent à tenir 20 ans là où les Américains n'ont pas réussi à tenir leur terre. Et les Viettes l'ont fait. Les Viettes l'ont fait. Donc, et avec les Français avant. C'est le mur du réel que les Américains n'ont toujours pas compris et je pense que c'est toujours le cas même sous Trump. Pendant ce temps, est-ce qu'ils oseront notamment affronter Poutine ou au contraire, est-ce qu'ils seront l'aide de Poutine ou le cran d'arrêt à Poutine? Regardez les bombardements sur Odessa. Une attaque russe contre la région d'Odessa a fait des morts, des blessés. La nuit passée encore, les victimes ont péri lorsqu'un drone russe s'est écrasé sur une aire de repos pour camions. On voit que la ville d'Odessa, qui est une des perles évidemment de l'Ukraine historique, on n'arrive pas à la protéger. Alors, les Russes perdent beaucoup d'hommes, on va y venir dans un instant. Enfin, l'Ukraine n'arrive pas tout à fait à se protéger malgré l'aide
puissante, notamment de la France. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'artillerie antiaérienne et de missiles, parce qu'ils les réservent vraisemblablement sur les villes principales comme Kiev, Kharkov, peut-être Lviv aussi. Et donc c'est un pays gigantesque qui ne peut pas avoir la protection antiaérienne qu'à Israël. Et Odessa, bien, alors c'est symbolique pour eux également. Puis c'est aussi le port d'exportation des céréales. Donc c'est par là que les Ukrainiens, qui sont un très gros exportateur de céréales, eh bien se font des devises en pouvant continuer à commercer librement, puisque les Russes n'ont plus la maîtrise de la mer Noire. Donc ils bombardent Odessa. Est-ce que Poutine va profiter en quelque sorte de ce qui se passe en Proche-Orient pour pousser son avantage, s'il y arrive? Regardez, il rencontrait ce lundi certaines des veuves dont les maris ont été tués dans le conflit avec l'Ukraine. Et c'est un moment tout à fait crucial parce que beaucoup de sources indiquent qu'il y a un nombre de morts et de mutilés, de blessés, etc., particulièrement grand dans l'armée russe. Inde. Oui, tout à fait. Ce qu'on sait, en fait, c'est que dans la stratégie de Vladimir Poutine et de la Russie, le coût humain ne compte pas. Malheureusement, c'est comme ça a été dit tout à l'heure, 1 million de soldats, selon les estimations, qui auraient été tués. Et effectivement, ça pose une question sur le temps long. Il y a un moment où peut-être la machine va s'essouffler. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une résilience de ce régime qui passe malheureusement par le sacrifice de ces jeunes et le fait d'accueillir ces jeunes veuves auprès de Vladimir Poutine, c'est une façon aussi de rassurer la population et leur dire on est présent avec vous. Mais le fait est, n'empêche que aujourd'hui c'est un peu de la chair à canon. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont des jeunes qui sont envoyés au front, qui savent parfois à peine se battre et qui se retrouvent à mourir loin de chez eux. Écoutez, Poutine qui s'adressait à ses mères, beaucoup sont des veuves. Malheureusement, ceux qui vous protégeaient, ceux qui protégeaient vos familles ne sont plus à vos côtés. Mais la patrie, pour laquelle ils ont donné leur vie, sera toujours à vos côtés. Je voulais vous parler aujourd'hui de la façon dont votre vie évolue. De ce qui peut être et doit être fait, en plus pour vous soutenir, pour vous aider. Et surtout pour vous aider à élever et à soutenir vos enfants, nos enfants. Il se passe quelque chose en Russie, il cache encore moins qu'avant maintenant les morts, il y en a sans doute énormément. C'est ce que dit Bloomberg sur le fait que désormais les pertes russes dépassent le nombre des recrues. D'après les évacuations de responsables occidentaux, la Russie aurait subi 9000 pertes supplémentaires sur le champ de bataille en seulement un mois, donc il y aurait une sorte de croisement des courbes, recrues, morts. Oui, c'est énorme. Et il y a aussi quelque chose dont les Russes sont tout à fait conscients, parce qu'ils connaissent très bien leur histoire, et surtout l'histoire de ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la guerre qu'ils ont gagnée contre l'Allemagne après avoir été agressés en juin 1941 par Hitler. Et les Russes savent que aujourd'hui, la durée de la guerre de Poutine, que Poutine n'a même pas voulu nommer guerre, qu'il a nommé opération militaire spéciale, bien la durée de cette guerre contre des gens que les Russes considèrent comme des frères, les Ukrainiens slaves orthodoxes, et bien que cette guerre a duré plus longtemps que la guerre contre les Allemands et que Poutine n'a pas été capable de la gagner. Alors, il y a de la propagande, on dit que ce sont les Européens qui menaçaient la Russie, etc., mais je suis pas sûr que ça marche aussi bien que ça, la propagande aujourd'hui en Russie. Vous nous avez rejoint, Michel Polaco, et j'aimerais vous entendre ici tous sur ce qu'on va entendre ici. C'est très marquant parce que les mutilés se voient de plus en plus. Bonsoir Michel Polaco. Et ce qu'on va voir maintenant, il y a un témoignage intéressant, c'est notamment sur Instagram maintenant, il y a beaucoup de jeunes soldats qui ont perdu une jambe, un bras, etc. et qui témoignent pas dans un sens spécialement politique, mais simplement ils partagent leur expérience. Alors combien sont-ils ? Des milliers, peut-être des dizaines de milliers, personne ne sait très bien. Et écoutez ce jeune soldat, et ces comptes, encore une fois, sont intéressants parce qu'ils ne sont pas politisés, ils ne sont pas spécialement ni nationalistes, ni opposants à Poutine, c'est simplement la réalité d'une génération d'anciens combattants, en quelque sorte. Écoutez.
Elle est bien. Salut tout le monde, le jour tant attendu est enfin arrivé, j'ai reçu mes prothèses. Mais commençons par le commencement. Avant de recevoir mes prothèses, on a pris une empreinte de ma jambe blessée afin de créer des prothèses sur mesure. Je porte désormais ma jambe artificielle et j'apprends à marcher avec. Ce n'est pas facile du tout. Non seulement c'est douloureux, mais il faut aussi toujours regarder droit devant soi pour s'habituer dès le début à ne pas regarder vers le bas. Et il y en a comme ça des centaines chez les Russes et chez les Ukrainiens. Oui, mais les retours sont très difficiles. Moi, j'étais en Russie justement au moment des retours d'Afghanistan. Et effectivement, c'était des gales cassées, c'était des populations qui étaient affectées et qui étaient très mal reçues par ceux qui étaient à l'arrière et qui ne sont pas allés au front. Et ça va être encore plus terrible, je pense, en Ukraine qu'en Russie. Parce que comme Poutine a épargné les habitants de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, ça se verra beaucoup moins. Et donc, ce qui est par rapport aux morts, vous avez parlé de 9000 morts en un mois, donc c'est à peu près dans la moyenne, ça fait 30 000 pertes, donc ça fait un tiers de morts, donc là c'est absolument logique. Mais la différence entre un mort et un blessé, c'est que le blessé, ça qui est éclopé, vous l'avez pour 50 ans. Donc il sera physiquement visible dans l'espace public, en clopinant, etc. Alors là, il y en a un, c'est une jambe, l'autre c'est un bras, l'autre il aura la gueule arrachée, un peu comme les gueules cassées qu'on a eues après la Première Guerre mondiale. Et ça peut faire, en fonction du nombre de gens qui sont passés, un poids politique tout à fait considérable, comme ça l'a été en France, à cette époque-là, dans les années 30. Oui. Michel Polaco, l'importance des anciens combattants, vous avez l'œil historique. Après la Première Guerre mondiale, après la Seconde un peu moins, mais surtout après la Première Guerre mondiale, ça compte énormément. Ça va peser là dans ce qui se passe en Russie. Ah, bien sûr, vous savez, moi dans ma jeunesse, on achetait encore des billets de loterie, des gueules cassées. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, il y avait encore des billets de loterie pour arriver à réunir des sommes d'argent à travers des jeux, bien sûr, pour aider les handicapés de la guerre de 14-18. C'était une guerre d'artillerie, une guerre de fantassins, une guerre qui faisait énormément de mutilés. Et s'il y a eu 1 800 000 morts en France, faut pas les oublier parce que c'est un chiffre absolument considérable, il y a eu autant de blessés et de blessés graves en France. Il n'y a pas une commune qui n'a pas eu des blessés de guerre, des gueules cassées, des handicapés graves. Donc bien sûr, ce sont des guerres qui sont très lourdes et il faut pas oublier l'effet des blessés parce que un pays qui a beaucoup de blessés, c'est un pays qui est très handicapé parce qu'il faut s'occuper des blessés et c'est très handicapant pour une armée d'avoir à s'occuper de ses blessés. L'énormité de cette guerre, j'insiste sur c'est très intéressant, ces comptes de soldats où on comprend que là il y a toute une génération qui est en train de se créer. Oui, c'est une génération, prions pour que ce ne soit qu'une petite génération, bien évidemment, mais c'est certain qu'on retrouve des choses que probablement aucun d'entre nous n'était né pour le voir. Voilà, ça a existé quand même pendant la guerre 39-45, où il y a eu des combats terrestres terribles, notamment entre les Américains et les Japonais, mais entre les Russes et les nazis. Nous, Français, on a un peu moins connu ça. On a connu l'horreur de la débâcle avec les Stukas qui bombardaient les colonnes de réfugiés, mais c'était quand même très différent. On a eu beaucoup moins de blessés. On a eu quand même 550 000 morts pendant la guerre, je crois. Donc, on a eu plus de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Américains. Voilà, entre la débâcle. Oui, mais il y a les civils aussi. Oui, non, de militaires, je crois, me semble-t-il. Oui, non, ça. Les pertes de la campagne de France ont été énormes. Mais ce qui est moi j'ai suivi cette affaire-là quand j'étais au cabinet du gouverneur militaire de Paris avec la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Il faut savoir qu'une prothèse qu'on a vu le Russe avoir, les prothèses occidentales qui sont élaborées, ça coûte plus de 60 000 €. Plus de 60 000 € le pièce. Vous imaginez un peu, et après, il faut en changer vraisemblablement de temps en temps. Vous voyez un petit peu le coût, et donc, c'est pas forcément l'État qui paye. Il y a une association Terre Fraternité qui cotise. Il y a des cotisations pour permettre d'acheter ces prothèses-là, et donc ça reste un problème de fond structurel pour la société pendant des années et des années. Voilà, donc il faut en être conscient. Michel. Oui, après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 91,
en France, on a eu à gérer les blessés de la guerre du Golfe. Vous savez que la partie terrestre a duré peu de temps. La division d'Aguet, en gros, fait sa campagne en moins d'une semaine. Mais néanmoins, on a eu une bonne centaine de blessés très graves. Beaucoup d'entre eux étaient hémiplégiques, avaient perdu un pied, une jambe, etc. Et c'est quelque chose qui, de nos jours, est extrêmement difficile à supporter, à tolérer. Et je pense que pour les opinions publiques, y compris en Ukraine, mais en Russie évidemment, c'est quelque chose de très 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 pénible. Poutine peut-il aller plus loin ? Écoutez, ce soir, il dit « Oui, nous allons renforcer, malgré tout, malgré ces pertes, malgré peut-être ces centaines de milliers ou dizaines de milliers de pertes supplémentaires, nous allons continuer. » Nous allons renforcer de manière qualitative le potentiel de tous les types et genres de nos forces armées, améliorer leur préparation au combat, leur mobilité et leur capacité à agir dans toutes les conditions, même les plus difficiles. Nous allons aussi accélérer le développement de systèmes de pointe pour les forces armées. Est-ce qu'il a les moyens ? Mais si en 4 ans, il n'a pas réussi à soumettre Kiev, en 4 ans, je vois pas pourquoi il y arriverait en 4 ans de plus. Je vois aucune raison. Là, il faut quand même qu'on comprenne que on disait les Russes avaient l'avantage, ils grignotaient. Très bien. Mais ils viennent de perdre 200 ou 300 km². Donc en fait, on n'est pas dans une dynamique victorieuse. Certes, effectivement, ils détruisent les infrastructures énergétiques ukrainiennes, etc. Ils grignotent par moments, etc. Mais on ne voit pas du tout aujourd'hui une éclatante victoire de l'armée russe. Donc, allez, une image encore, regardez, alors ça c'est une élection de maréchal, comme on disait, c'est l'élection de Kim Jong-un à combien de pourcents, imaginez-vous ? 99. Comment ? 99. Non, il a fait mieux, je crois que c'est 100, c'est l'unanimité, alors je sais pas si on peut entendre le son, voilà. On va même jouer la séquence, mais écoutez bien le son, cette manière d'applaudir typiquement coréenne du Nord, qui montre qu'il vaut mieux applaudir. Hein. C'est quand même plus sûr pour la suite de sa carrière, si ce n'est de sa vie. Écoutez le moment. Alors, regardez, Sylvie Berman, ici présente, qui a été maoïste pendant 3 semaines de sa vie, je crois. Oui, à peu près. Ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, bien sûr, mais vous savez qu'à un moment, les Chinois, les jeunes Chinois allaient visiter la Corée du Nord parce qu'ils n'ont pas connu la révolution culturelle et ils avaient envie de voir à quoi ça ressemblait. Donc effectivement, ça rappelle quelques souvenirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué le moment incroyable où il fait le faux modeste, il est assis, je ne sais pas si on voit le moment de l'élection, et il dit « Oh, on parle de moi, oh, je suis élu, oh, quelle surprise, etc. » Vous n'avez pas remarqué ? Et il se lève le dernier comme s'il y avait un petit élément de surprise alors que... Ce qui est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Occident, c'est que c'est une dynastie. Parce qu'il y a eu le grand-père, il y a eu le père, maintenant il y a le fils, et on ne voit pas que, en Angleterre par exemple, Charles, en tout cas pas Charles d'Angleterre, ait ce genre d'applaudissements, et en tout cas pas son frère. Mais non, c'est sidérant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Chine a changé d'optique vis-à-vis de la Corée du Nord. Il y a 20 ans encore, la Chine considérait que c'était un petit peu un régime fou. Et d'ailleurs, ils avaient de très bonnes relations, les Chinois, avec la Corée du Sud. Et ils disaient, on peut rien faire. Mais ils étaient en fait dans des efforts conjoints avec les Américains et les Japonais pour essayer de contenir la Corée du Nord. Mais maintenant, ça a changé. Xi Jinping a félicité Kim Jong-un pour sa réélection. Et en fait, les Chinois considèrent que la Corée du Nord, c'est un allié, c'est un pion dans leur grand jeu mondial, comme c'est un pion pour l'allié des Chinois, c'est-à-dire... Est-ce que les Américains sont le rempart contre tout ça ? Alors il le faudrait, mais on voit que ce régime, il tient surtout parce qu'il a une assurance vie qui est le nucléaire, ce qui nous reboucle avec le sujet précédent avec l'Iran, où on peut pas se permettre d'avoir un régime avec les mollahs, avec un leader qui a 87 ans, qui sont jusqu'au boutistes, qui veulent éradiquer Israël, qui sera en pleine détention d'une arme nucléaire, comme l'est en ce moment la menace nord-coréenne. Donc, il y a un axe du mal pour vous, comme disait Ryan ?
C'est l'axe du mal. J'assume pas ces termes-là, mais de fait, il y a des menaces dans lesquelles il faut déployer des moyens pour arriver à les neutraliser. La Corée du Nord a toujours été d'intérêt stratégique pour la Chine. L'idée, la hantise aussi pour Pékin, ça a longtemps été une réunification de la péninsule coréenne sous influence américaine. Là, ce serait une catastrophe pour la Chine et stratégiquement, elle ne peut pas se permettre que ça se fasse. Donc la Chine a, même si ça a été un petit peu plus appuyé ces dernières années, a toujours considéré que le régime était important, pas parce que elle se sentait proche idéologiquement, mais parce que stratégiquement, la péninsule, elle partage une frontière, et si jamais il y a une guerre de nouveau, puisqu'elle a déjà participé dedans, et bien il y a une vraie déstabilisation dans le nord-est de la Chine. Regardez cette scène, pardon, si je peux me permettre. Regardez cette scène, c'est la visite des appartements pour les soldats qui ont servi en Russie et qui reviennent au pays. Alors c'est évidemment un appartement témoin, vous imaginez. Et il fait la visite. D'ailleurs, il y a sa sœur qui est derrière, puisque c'est une dynastie qui est déjà prête pour la 4e. Ah oui, c'est pas nécessairement la sœur. On parle maintenant de la fille de Kim Jong-un qui a 13 ans. Mais effectivement, il est très fier de cette intervention parce que ça lui permet d'aguerrir son armée. Mais en fait, les Chinois, ils sont très méfiants par rapport à Kim Jong-un. Mais ils ont besoin de le contrôler, et c'est pour cette raison-là qu'ils le félicitent, qu'ils l'applaudissent. C'est parce que ça permet de maintenir effectivement un contrôle sur cet homme et sur ce régime. Mais la Corée du Nord est intéressante à 2 titres. Comme Nicolas l'a dit, il y a le problématique du nucléaire. Ça, c'est vrai, parce que c'est l'exemple type. Quand on a le nucléaire, on vous parle gentiment. Ça, c'est systématique. Non, mais voilà. Alors que c'est un pays failli qui dépense 4 milliards pour sa défense. Il y a rien du tout derrière, mais il y a le nucléaire. Et puis la deuxième chose, vous avez l'exemple de ce qui risque d'arriver à l'Ukraine, c'est-à-dire une ligne de front avec un cessez-le-feu qui dure pendant peut-être de 10, 20, 30, peut-être plus d'années, puisqu'on est toujours dans un processus de cessez-le-feu depuis 1953. Et donc, c'est exactement le danger qui guette l'Ukraine actuellement, le modèle Corée du Nord, Corée du Sud. C'est la politique étrangère américaine dont on a parlé lors de cette émission, parce que les Américains qui ont beaucoup concédé des aides, des investissements et des aides technologiques à la Chine et qui s'entendaient parfaitement avec les Chinois dans la décennie 1990, auraient tout à fait pu avoir une politique conjointe pour obliger la Corée du Nord à se dénucléariser. Et ils ne l'ont pas fait, et c'est là que je suis totalement d'accord avec Nicolas Conquer. Le monde entier, le monde occidental, mais le monde entier, ne peut pas se permettre que l'Iran devienne une puissance nucléaire. Allez, on dépasse. Regardez. Le Moyen-Orient deviendra ingérable. Regardez, vous avez en bas de l'écran le QR code pour voir l'émission ce mardi, émission spéciale Le Monde en guerre sur LCI. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission et merci à vous de nous suivre. Bonne soirée.